Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Arnaud Depré, alias Phoenix, entrepreneur, danseur et chorégraphe. Dès l'âge de 10 ans, Arnaud s'est plongé dans le monde du breaking underground, faisant ses premières armes en street show au Trocadéro, avant de briller sur les plus grandes scènes internationales, Freestyle Session à Los Angeles, World of Dance à San Diego, Red Bull BC One Europe Finale à Madrid, etc. Mais Arnaud ne s'est pas arrêté à la compétition. Depuis 10 ans, il s'illustre aussi en tant que danseur et chorégraphe pour le grand public, collaborant avec des marques prestigieuses comme Paco Rabanne, Swatch ou Asics, et partageant la scène avec des artistes comme will.i.am des Black Eyed Peas, Amir et Corinne. Passionné par la recherche de nouveaux mouvements et effets visuels, il développe une approche unique mêlant danse, hip-hop, musique électronique, géométrie sacrée et art contemporain. En co-création avec Face Movematic, il a créé des œuvres marquantes comme le Solo Process en 2017 et le duo Substance Inside Data en 2018, mêlant danse et vidéoprojection immersive, explorant la relation entre le corps, le numérique et la scénographie dans une expérience sensorielle augmentée. Arnaud est également entrepreneur et créatif polyvalent, cofondateur de la marque Defend Paris. Il a aussi produit l'EP artistique Passage en 2020, correspondant à une série de courts-métrages chorégraphiques. Il enseigne également le break en partageant son savoir au sein de la Flow Dance Academy à Paris ou anciennement dans différentes écoles comme le lycée Turgot. En quête constante de nouveaux terrains d'expression, Arnaud a récemment franchi une nouvelle étape en fondant sa propre compagnie, la compagnie Allongée. Avec cette structure, il souhaite explorer de nouvelles formes de création artistique, du spectacle de rue à la scène, en passant par la réalisation, le textile et la direction artistique. Cette démarche reflète sa volonté de mêler art, culture et performance dans une approche globale et innovante. Dans cet épisode, Arnaud nous parlera de son parcours, de sa recherche artistique constante, de sa vision de la danse comme un langage en perpétuelle évolution, ainsi que de l'importance de l'éducation artistique et culturelle auprès des jeunes. Salut Arnaud. Salut Maïwenn. Ça va ? Très bien et toi ? Oui, très bien. Très heureuse de te recevoir dans le podcast. Voilà, écoute, pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et ce qui t'a conduit à devenir danseur, chorégraphe, entrepreneur, à créer ta propre compagnie de danse, à être juste l'artiste humain que tu es aujourd'hui ? Bien sûr. Déjà, tu as déjà bien introduit le sujet. Ouais. Mais pour mon parcours, il est assez simple à comprendre. J'ai vraiment commencé par le milieu des battles, les spectacles de rue. J'ai commencé très jeune. À l'âge de 12 ans, j'étais un petit peu les petits jeunes prodiges qui affrontent directement les grands. Et donc j'ai fait des spectacles de rue, des battles. Et c'était ma vraie force, ma vraie passion. Et au bout d'une dizaine d'années, je me suis ouvert au milieu de la danse, de l'industrie. Donc l'industrie, c'est l'événementiel, les tournées d'artistes, la publicité, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans ce qu'on appellerait l'industrie, ou un peu, pas nécessairement le commercial, pas que du commercial, mais le métier de danseur en global. Et après, j'ai découvert le milieu de la compagnie, via la compagnie Movematic. J'ai aussi fait un tour par la compagnie Cafig, rapide. Et du coup, voilà, mon parcours, c'est vraiment le milieu underground, les battles, les street shows, puis le milieu de la scène et le métier de danseur en global. Et maintenant, depuis 7-8 ans, c'est que de la compagnie. Yes. Et tu vois, tu parles un peu aussi quelque part de diversité, de voir... c'est important, je trouve, maintenant, en tant que danseur, d'aller se former dans d'autres disciplines. J'avais écouté dans une interview que tu avais fait du classique aussi. Tu as pris des cours de danse classique ? Alors, à partir du moment où j'ai voulu devenir professionnel de la danse, c'est-à-dire que je ne vivais pas nécessairement du monde des battles, j'étais obligé de me former et j'avais cette volonté aussi de m'ouvrir. Donc je me suis un peu créé ma propre formation en allant dans tous les cours possibles. Et du coup, je suis allé prendre des cours de classique, comme des cours de street jazz, comme des cours de hip-hop, comme des cours de house, comme des cours de contemporain, comme des cours de danse moderne. Et j'ai vraiment essayé de décloisonner ma vision de la danse. Avant, je voulais faire que du break pour maîtriser ce sujet, pour être pointu dans ce sujet. Et
Et après, j'avais besoin d'apprendre à faire des chorés, j'avais besoin et envie de m'exprimer d'autres manières, d'interpréter de nouvelles manières, et du coup, c'est des nouveaux outils. Après, je rebondis sur ça. Quand je parle d'apprendre d'autres choses, là, je t'ai donné un parcours de danse. Mais en fait, pour moi, apprendre d'autres choses, c'est pas que ça. Bien sûr. Donc, dans mon parcours, moi, j'ai fait des études. J'ai fait une licence de gestion financière. Après, j'ai fait un an de formation en privé sur le développement de projets culturels. J'ai fait 2 ans d'incubateur avec la Villette Yadu pour les chorégraphes. L'année dernière, j'ai fait une formation au CND sur la posture en tant que directeur de compagnie. Donc, pour moi, c'est la danse, mais apprendre des choses, c'est en permanence. Je me suis formé au montage. Je me suis formé à la réalisation. Donc, voilà, c'est la danse, mais la danse, ça va nourrir d'autres skills, d'autres connaissances, et inversement. Ouais, ça représente un peu un éventail de possibilités. C'est ce que tu disais dans une interview réalisée par Freeze Paris il y a 1 an, que ça représentait ça, et qu'est-ce que ça signifie aussi pour toi? C'est-à-dire? L'éventail de possibilités. Dans quel sens? Je comprends pas exactement dans quel sens... Par exemple, tu vois, là, tu parles du fait de lier la danse avec d'autres domaines. Comme quoi, la danse, c'est pas juste être sur scène ou interpréter, c'est aussi, comme tu disais, par exemple, avoir des notions de montage, pour pouvoir aussi t'exprimer avec un réal en tant que danseur, pouvoir exprimer ta vision en tant que danseur, et c'est important, du coup, d'avoir ce vocabulaire-là. Le premier éventail de possibilités qui me plaît dans la danse, déjà, c'est la différence entre tous les jobs qu'on peut faire. Un jour, t'es dans une création artistique. Un jour, t'es derrière un artiste. Un jour, t'es à Mumbai pour être dans un film Bollywood, dédicace à Lola. Le lendemain, t'es en train de faire une publicité pour une marque. Le surlendemain, t'es dans une collaboration avec je ne sais quel musée. Et un jour, tu fais une performance dans une boîte de nuit underground. Le lendemain, t'es dans une scène de battle. Donc déjà, moi, ça me plaît, c'est l'éventail de possibilités du métier d'artiste et de danseur. Donc c'est pour ça que ça m'a toujours passionné. Je pense que c'est cette richesse-là, cette surprise au quotidien. Là, il y a déjà un éventail de possibilités énorme. Et ça passe aussi, j'ai l'impression, toi, cette passion par l'enseignement, que tu as... t'es très engagé auprès des jeunes, dans cette transmission de la danse et des valeurs et de tout ce qui tourne autour de la danse. Pourquoi c'est aussi important pour toi de développer l'éducation artistique et culturelle à l'école, au collège, au lycée et même en dehors de l'éducation nationale? Je pense profondément, et je le sais de mon vécu, que la danse, ça sauve des vies, ça change des vies, et c'est rempli de valeurs qui permettent aux jeunes de se construire intellectuellement, émotionnellement, socialement. Moi, je travaille actuellement et depuis des années avec des jeunes et je peux voir la différence. En fait, en partageant la danse auprès des jeunes, mais pas que la danse, je parle de l'éducation artistique, on leur apprend des valeurs qui sont très profondes. Les premières valeurs qu'on leur apprend, c'est les valeurs de la différence. Donc, en danse hip-hop, plus t'es spécial, plus t'es bizarre, plus t'es un weirdo, potentiellement plus tu vas avoir un style unique et plus tu vas être forte. Donc déjà, c'est encourager la différence, célébrer la différence et pousser les jeunes à aller dans leur délire, dans leur personnalité. Donc déjà, ça va leur donner confiance en eux. Donc la danse, ça donne confiance en... Ça donne confiance en soi, la danse. Ouais, donc déjà, ça, c'est super important. Ensuite, il y a un côté social. Moi, je me souviens, j'ai une élève, l'année dernière, elle est arrivée dans mes cours, une jeune 6e. Je sentais qu'elle avait quelque chose à dire. Il y avait une certaine violence, un certain mal-être, quelque chose d'assez deep. Et je pense que grâce au break, ça a tout changé. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est la leader du groupe. Yes. Elle arrive en cours, elle est confiance. Il y a la confiance en elle. C'est un moyen d'expression. Alors qu'en fait, j'ai appris plus tard qu'en fait, chez elle, il y avait des violences. Et grâce à la danse, ça lui a permis de s'exprimer. Et au-delà de ça, ça l'a raccroché à l'école. Donc, on parlait du lycée Turgot, mais moi, je suis dans d'autres collèges aussi. Et en fait, la danse, ça peut raccrocher les jeunes à l'école. Je te donne un autre exemple. J'ai des jeunes qui sont primo-arrivants. Donc, c'est le terme un peu
saupoudré pour dire immigrant, ou immigré, pardon. Et donc, c'est des jeunes qui parlent même pas français. Donc, quand tu donnes cours de danse à un jeune qui parle pas français, toi, tu peux parler avec lui. Ouais. Parce que la danse, c'est un langage universel. Tu peux venir, et j'en avais un qui venait de Chine, j'en avais un autre qui venait de Côte d'Ivoire. En fait, on a tous pu parler, même si on n'avait pas les mots. Donc déjà, ça, c'est un relais social, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que à l'école, parfois, j'ai des jeunes où ça va pas. Donc en gros, l'école, c'est une punition pour eux. Ouais. Ils ont la seule relation qu'ils ont avec leurs parents et l'école, c'est de la punition, c'est ça va pas. Alors qu'avec un cours de danse, on a enfin une possibilité pour que le jeune, il dise à ses parents, maman, regarde, je suis trop fort en danse, viens me voir au spectacle de fin d'année. À quel moment le petit ou la petite, elle va dire à ses parents, viens voir un truc à l'école. Donc on crée déjà une nouvelle vision, ou à un moment où en fait l'école, ça devient plus un fardeau, mais un moyen de s'exprimer. Donc déjà la danse à l'école, c'est tout ça. Donc c'est confiance en soi, c'est valeur du travail, parce que le break, c'est difficile. Ouais. Donc quand j'arrive à rentrer dans le cerveau et dans le corps d'un jeune pour qu'en 3-4 mois, il lâche pas un mouvement, là, il y a une vraie leçon de vie qui est en train d'être apprise. Ne pas lâcher pendant 3 mois, ça te permet d'apprendre des choses. Un mouvement, tu le travailles une fois, ça marche pas. Mais si tu le travailles 10 fois, ça marche. Donc ça, c'est une valeur en fait. Donc les valeurs qu'on apprend en danse, elles se transposent dans la vie. Et c'est vraiment ça l'importance de l'éducation artistique et culturelle chez les jeunes. Oui, c'est ça, c'est de la résilience, de la rigueur, de la discipline. C'est tout ce que tu vas retrouver dans la danse et que tu retrouveras aussi plus tard à l'âge adulte. C'est comme ça qu'on se construit en tant qu'être humain. Et est-ce que tu trouves qu'il y a assez de cours de danse, en règle générale, dans la société, dans les écoles ? Est-ce que tu trouves que c'est assez accessible ? Je pense qu'il n'y a pas suffisamment de cours de danse ou d'éducation artistique pour les jeunes. C'est clair et c'est net. Je pense que tous les jeunes bénéficieraient de cours de danse, cours d'art. On a parlé de la santé mentale pour ces jeunes-là. Mais ça va plus loin, c'est même la santé physique. Et tout est lié, en fait. T'as des jeunes qui, à travers la danse, vont découvrir leur souplesse, vont découvrir leur corps. Donc t'as des jeunes qui sont pas à l'aise dans leur corps, avec quelques cours de danse. Ils reprennent confiance en eux, ils reprennent confiance en leur corps. Je parle pas de perdre du poids, ou ça c'est pas un problème. Tu peux très bien garder ton poids, on s'en fiche. C'est être à l'aise dans ta manière de bouger. Et ça vaut de l'or. Donc, non, il n'y a pas du tout assez de cours de danse pour les jeunes. Ça changerait une vie, en fait. Ça changerait toute une vie. Là, on parlait... moi, par exemple, je suis partenaire du Pass Culture. Donc, via le Pass Culture, je peux donner des cours de danse ou envoyer des profs de danse dans plein de collèges. Tu peux expliquer ce que c'est que le Pass Culture ? Le Pass Culture, c'est un budget qui est alloué à tous les jeunes de France pour pouvoir se cultiver, on va dire. Donc c'est s'acheter des activités culturelles. Ça va de s'acheter des livres à s'acheter des tickets de cinéma, à se payer un spectacle de danse ou un spectacle, quel que soit, un musée, etc. Et dans les écoles, ils ont un budget spécialement pour promouvoir la culture auprès des jeunes. Donc le collège, le lycée peut appeler des intervenants en théâtre, en danse contemporaine, en breakdance, en dessin, en ce que tu veux. Donc via ce Pass Culture, je suis appelé dans des collèges et des lycées pour donner des cours. Okay. Et au-delà de ça, souvent ce qu'il y a, c'est que le break, c'est souvent appelé dans des zones les plus difficiles. Parce que le break, c'est une culture qui permet aux gens de s'exprimer librement. C'est une culture qui est née des gens qui sont opprimés. Donc c'est une culture qui est née dans les années 70 par les minorités hispaniques, afro-américaines et amérindiennes, donc les Indiens d'Amérique. Et c'est ces 3 communautés-là qui avaient besoin de s'exprimer, de transformer la violence en positif, qui ont créé cette danse. Donc aujourd'hui, un jeune qui a du mal à s'exprimer, qui est rejeté par l'école, ou qui peut-être il est hyperactif, peut-être il est TDAH, peut-être il est dans un spectre autistique, peut-être il est voilà, en fait grâce à la danse on va le reconnecter à ça. Et le hip-hop, le break, c'est vraiment la définition de ça. Et parfois c'est que à travers ça qu'on va reconnecter un jeune. Je te dis un exemple tout bête. Je vais souvent à Massy, je vais souvent dans des banlieues ou même pas, je suis à Paris aussi. Mais tu vas leur parler de cours de break, déjà ils savent même pas ce que c'est, mais tu vas leur parler de hip-hop, ils savent ce que c'est.
Et ça va leur parler. Et après, on leur rentre dans leur cerveau pour les accrocher. Mais on va dire que les cours de break, c'est un peu tout terrain. Les profs de break, c'est un peu ceux qui vont pouvoir catcher plus facilement certains élèves un peu plus difficiles. Il y a aussi des profs de danse contemporaine, danse théâtre qui font ça super bien. Ouais. Moi, je prêche un peu pour ma paroisse. Bien sûr. Et je sais qu'on est souvent appelé pour donner des cours de hip-hop dans les zones les plus difficiles. C'est pour ça que je te parlais de collège, zone d'éducation prioritaire, primo-arrivants, violence, décrochage scolaire. Le cours de danse, on est là pour eux. Et comment tu rends ces cours accessibles? Tu vois, même à ceux qui ont jamais dansé, parce que souvent t'arrives, les gamins, ils ont parfois pas pris de cours de danse. Tu vois, dans le break, il y a quand même une certaine sécurité, une connaissance du corps. Tu tournes pas sur la tête comme ça. T'as plein d'enfants qui pourraient se dire trop stylé, moi aussi je vais tourner sur la tête, et en fait ça peut être ultra dangereux. Comment on éduque aussi les enfants à ça? Alors déjà, il n'y a pas une seule manière de faire. Bien sûr. Il y a tellement d'élèves, tellement de niveaux, tellement de passés et d'énergie dans les collèges, ça n'a rien à voir. Donc chaque collège est différent. Déjà, c'est évident que le premier jour, tu rentres dans quelque chose de assez simple pour qu'il y ait une appréciation de la discipline. C'est-à-dire que si le premier jour, je te demande de tourner sur la tête, déjà, tu vas pas y arriver, tu vas te mal à la tête, tu vas pas aimer le break. Donc il y a différentes approches. Déjà, le break, il faut comprendre que c'est une partie de la musique. Il y a les intros, il y a les refrains, il y a les ponts, il y a les bridges, il y a le break. C'est la partie la plus rythmée. Ça correspond souvent à un solo de batterie. Donc déjà, l'introduction à ma discipline via l'écoute de la musique, ça parle à tout le monde. Donc on fait écouter du son, on fait bouncer les gens, on leur explique que c'est une attitude avant tout, et là on commence à les catcher. Mais je te donne un autre exemple. Là en ce moment je donne des cours à Massy. Franchement, c'est un collège, je crois que j'ai jamais eu des élèves aussi gangsta ou aussi Kaira dans les clichés que ça peut dégager. Et en fait, comment je catch ces jeunes-là, comment j'arrive à catcher ces jeunes-là, alors que d'entrée de jeu, ils ont déjà dit à la prof qui me ramène ouais, c'est bon les artistes, c'est quoi ça et tout, genre ils sont déjà en train de rigoler sur le truc ou ils ont pas compris encore. Donc comment je les catch? L'exemple, j'ai fait quoi? Je suis arrivé, j'ai pris un ballon de foot, je les ai mis en cercle, je l'ai posé au milieu devant eux, j'ai fait genre je m'étire, je m'échauffe et j'ai fait genre j'allais leur mettre un penalty dans la tête. Une fois, je me suis arrêté juste avant de shooter. Ils ont tous pris un coup de pression. Je me suis reculé. Je l'ai fait 2 fois, 3 fois. Et au bout de 3 fois, j'ai commencé à faire ça, un mouvement un peu en mode non-danse. Et là, j'ai pris le ballon, j'aurais dit voilà, ça vous pouvez le faire au jury de votre back dance. Parce que du coup, je travaille avec des élèves aussi, je les coach pour le back dance. Donc je leur ai dit ça, tu le fais à ton back. C'est là, ah mais ouais, ok. Ah mais ouais, mais j'ai trop envie de faire ça, ok. Je te donne un autre exemple. Ils veulent tous faire il y en a plein, ils veulent faire leur spectacle de back dance sur le pire rap français. Le pire, j'adore le rap français. Quand je dis le pire rap français, le pire du côté de la violence des paroles. Donc un rap très violent sur une instru très violente. Donc ils veulent prendre ce truc-là. Je peux pas leur dire non. Tu vas avoir une mauvaise... Tu peux pas leur dire non. Tu leur dis oui. Et tu commences à écrire là-dessus et tu rentres un peu petit à petit. Ok, donc toi tu kiffes le rap. T'en as rien à faire de la danse. Ok, on fait comment? Est-ce que tu sais ce que c'est un 16? Est-ce que tu sais ce que c'est une mesure? Est-ce que tu sais compter un son? Est-ce que tu sais ce que c'est une intro? Est-ce que tu sais même produire un son? Est-ce que tu sais faire une bande son? Ok, pour ton bac, tu vas faire la bande son. Tu vas me décomposer le son en 16, en mesure. De là, tu vas me créer une intro. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ok. Et là, j'ai commencé à les catcher. Et après, je leur explique que tu peux potentiellement, ce qui va être intéressant dans un spectacle, c'est de créer des contrastes. Donc, au lieu, trouve-moi un rap où en fait, tout le début, c'est une instru de Sofiane Pamar au piano. Ou une instru de Kerry James avec du violon. Et avant que ça commence à rapper, laisse 1 minute d'instru violon. Le jury va être là, oh mais c'est super, oui, la danse hip-hop sur du violon. Et d'un coup, bam, Kerry James, il arrive et il t'explose le cerveau en fait. Je dis ça parce que c'est un des jeunes, ils veulent faire un truc, un spectacle sur l'amour de Medine, qui est dans la bande son de la haine. Voilà, c'est typiquement comment ça, on cache des enfants comme ça. Yes. Et après, avec la danse, c'est pareil, finalement. Exactement. Ouais. De toute façon, une fois que tu as réussi à avoir les gosses dans ta poche, je dirais pas que tu leur fais faire tout et n'importe quoi, mais au moins, ils ont ton attention et tout ce que tu vas dire aura de la valeur à leurs yeux. Ça peut prendre du temps aussi. Bien sûr. Ça peut prendre du temps. Moi, j'ai des élèves ou une classe où ça m'a pris plus de 8 mois. Donc pendant 8 mois,
j'avais du mal à les catcher. Et en fait, au bout de 8 mois, on a réussi à créer un lien aussi. Des fois, en fait, cours de danse, c'est vaste, c'est vague. Ça dépend de ton public. Est-ce que tu donnes cours à des futurs professionnels ? Ouais. Donc quand je donne cours à des futurs professionnels dans des grosses écoles comme la Flow Dance ou l'AID, l'Académie internationale de danse, je suis pas que là pour apprendre la danse. Je suis là pour apprendre l'état d'esprit, venir à l'heure, le mindset, le travail, comment se comporter en casting, comment se mettre en scène sur les réseaux ou pas, où trouver les informations, comment est-ce que tu vas sur le site du CND, comment tu trouves un casting, comment le game fonctionne. Donc ça dépend en fait, ça dépend de l'élève, ça dépend de qui tu as en face de toi. Bien sûr, tu n'auras pas les mêmes discours de toute façon. Exactement. Je reviens un peu sur l'art de manière générale, parce que l'art, ça a un rôle quand même important dans la société. On fait quand même passer beaucoup de messages à travers la danse, mais pas que, à travers l'humour aussi énormément. Quelle est ta vision du rôle de la danse en tant qu'outil de réflexion et de changement ? Repose-la comme ça, parce que c'est une bonne question, il faut la reposer doucement, que j'ai le temps de te répondre. Vous avez 4 heures. C'est ça. Quelle est ta vision du rôle de la danse en tant qu'outil de réflexion et de changement ? Par exemple, comment la danse pourrait contribuer, selon toi, à un monde meilleur, tu vois, entre guillemets ? Pour moi, c'est simple, c'est les valeurs de la danse. Tu peux pas être raciste si tu voyages grâce à la danse. Tu peux pas être xénophobe si tu danses, en fait. Tu peux même pas être homophobe, en fait, si tu danses. Parce que la danse, tu vas partager, tu vas échanger avec des gens de toute origine, de tout genre, de toute sexualité, de toute culture. Et en fait, c'est les vraies valeurs de la danse, elles sont là, en fait. Donc, en fait, à partir du moment où tu vas faire un spectacle, tu vas rentrer en connexion avec des gens du monde entier. La danse, c'est un langage universel. Donc, tu peux pas être pour la guerre et danseur, en fait. Je te donne un exemple un concret. En ce moment, c'est le conflit israélo-palestinien, en fait. Moi, j'ai des frères et des sœurs danseurs en Israël. Parce que je suis allé là-bas, j'ai fait Battle of the Year avec eux, c'est des frères à vie. Et en Palestine, il y a Camps Breaker. Camps Breaker, c'est un camp de réfugiés palestiniens et ils font que du break. Et c'est via le break qu'ils essayent de moins traumatiser les jeunes. Donc en fait, moi, mes amis artistes que j'appelle en Israël, eux, ils sont pas pour le conflit, en fait. Ils ont eux-mêmes des frères et des sœurs en Palestine et ils sont ensemble, en fait. Donc, c'est grâce à la danse que j'ai des connaissances et des connexions dans ces deux pays. Donc, en fait, ça veut dire que grâce à la danse, je vois certaines choses que le commun d'une non-artiste, on va dire, ou d'une non-danseur ne connaît pas. Donc, partager l'art, partager la danse, c'est avoir des autres visions sur les sociétés et comprendre en fait qu'on est tous plus ou moins ensemble et c'est un langage commun. Donc il y a même déjà eu un battle organisé pour la paix, c'était à un moment, mais entre les pays. Et c'est la paix en fait, tu vois. Et il y a des danseurs ukrainiens, il y a des danseurs russes et même des fois parfois la politique fait qu'ils s'entendent pas, mais ils peuvent quand même communiquer sur certains sujets, tu vois. Donc la danse et l'art, ça crée un monde meilleur parce que les valeurs qui sont véhiculées par la danse et l'art, c'est des valeurs de paix, c'est des valeurs d'échange, tout comme tu peux aussi avoir encore plus envie de rester dans ta danse et ne pas la mélanger, mais t'es obligé de connaître, t'es obligé de confronter en fait et par définition, le hip-hop, c'est transformer la violence en positif. Ok ? Et après, il y a autre chose, c'est que la danse, ça permet aux gens d'expier des traumas. Je sais pas si c'est le bon terme, expier. La danse, c'est une catharsis. La danse, c'est un moyen de s'exprimer. Donc en fait, il y a des gens qui ont subi des violences à la maison, des gens qui ont subi des violences sexuelles, il y a des gens qui ont vécu des traumatismes. Et en fait, la danse, ça va être un moyen de libérer ça. La danse même physique, le fait de faire une activité physique, ça va libérer des énergies, ça va libérer des émotions. Et après, moi je le vois, on parlait avec les jeunes, mais t'as plein de jeunes, ils font des spectacles sur le harcèlement, en fait. Et en fait, ils ont subi ça et ça leur permet de le mettre au plateau. Tu as même des jeunes qui, encore peut-être même qui sont encore dans ça, qui arrivent à transposer à travers la danse. Je trouve ça d'une sagesse, d'une maturité énorme. Donc demain, cours de danse pour tout le monde, ça changerait tout. Même pour la santé, en fait. Donc la santé, c'est aussi un vecteur de paix. Là, il y avait le Covid.
on a tous pris, plus ou moins, on était sous vaccin. C'est ceux qui ont fait ou pas les doses, tu vois. Mais en fait, si tout le monde avait pris un cours de yoga, un cours de danse, puis un cours de stretching et un cours de méditation, c'est la meilleure médecine. Ouais. Donc la danse, pour le bien-être de l'être humain, c'est quand même une bonne connaissance du corps, ça fait réfléchir sur le souffle. Donc le rôle de la danse, c'est que ta question, elle était un peu longue, donc je la connais pas par cœur, mais... La vision du rôle de la danse en tant qu'outil de réflexion et de changement, mais ça répond l'outil de réflexion et de changement, c'est ça. Ouais. Donc l'outil de changement, c'est un changement. La danse, c'est un outil de changement mental, c'est un outil de changement spirituel. Quand tu danses, tu peux partir dans un état de transe. Ouais. Donc déjà là, tu commences à comprendre ce qui se passe dans ton cerveau. Ok, je peux switcher, je peux passer de l'état conscient à l'état inconscient. Ouais. Je peux naviguer là-dedans. Donc déjà, tu comprends en fait un peu plus comment ton esprit fonctionne. Si tu veux être créatif, t'es obligé de rentrer dans un état de flow méditatif. Je te donne un exemple tout con. Là, t'as la caméra, tu vas me poser une question un peu difficile, les gens ils sont là. Ils regardent là-haut, là. Et là, il n'y a rien, en fait. Donc ils sont juste en train de désactiver leur information là, qui les rend conscients du moment, pour avoir accès à leur inconscient et leur créativité. Juste ça, c'est la danse qui me l'a appris, en fait. Moi, la danse, ça m'a poussé à apprendre l'anatomie. Ouais. Ça m'a poussé à lire des livres sur la diététique. Donc je me suis renseigné, ok, pour être plus performant, est-ce que je dois manger de la viande ? Est-ce que je dois pas manger de la viande ? Est-ce que je dois manger des légumes ou est-ce que je dois manger des chips ? Est-ce que quand je bois de l'alcool, le lendemain, je suis plus performant, je suis moins performant ? Est-ce que quand je prends de la drogue, je suis plus performant ou je suis moins performant ? Donc tout ça, c'est la danse qui m'a fait me poser ces questions. Parce que j'avais une volonté de performance. Je voulais gagner des battles, donc ok, pour gagner des battles, qu'est-ce que c'est ? Ok, c'est la visualisation. Qu'est-ce que c'est la visualisation ? Moi, j'ai découvert la PNL, la programmation neurolinguistique. Je l'ai découverte parce que je voulais gagner plus de battles. Donc je me suis renseigné. Comment s'entraînent les champions olympiques ? Comment ils s'entraînent ? Quoi ? Ils font de la visualisation. Qu'est-ce que c'est ? Attends, tu vas me dire que la veille, ils sont en train d'imaginer leur course dans la tête ? Ouais. Attends, attends. Donc ça veut dire qu'en fait, la veille, moi, en battle, je peux m'imaginer en train de tenir la coupe. Ouais. Et ça va influer sur ma performance. Exactement. Ah bon ? Et du coup, ok, qu'est-ce que c'est en fait ? Et du coup, le fait de danser, le fait de faire de l'art, ça, c'est un vecteur qui va t'amener à aller chercher d'autres disciplines. La visualisation, la nutrition, l'anatomie, etc., 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 etc. Et en fait, après, c'est sans fond. Et heureusement, c'est l'infini. La connaissance, c'est infini. Complètement. Donc oui, la danse, c'est un vecteur... pour toutes ces choses-là. Un outil de réflexion. Un outil de réflexion. Complètement. La réflexion, c'est ça. Quand je te parle de réflexion, c'est réflexion, comment être créatif. Puis même, c'est genre écrire une choré. Ouais. Faire un freestyle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, c'est des exercices de créativité, en fait. Donc ça te développe globalement dans la vie. Toi, tout à l'heure, tu parlais de trouver son unicité aussi quelque part. Comment toi, en tant qu'artiste, tu vas développer ça et aller chercher et aller au bout de ton idée ? Parfois, tu te dis, oui, ce que je fais, ça peut ressembler un peu à ce que fait quelqu'un d'autre. Ouais, mais si tu prends une autre tangente et que tu bouges ton idée dans un autre, dans une autre direction, ça peut te créer ce que les autres n'ont pas fait, et donc ça vient aussi te créer une identité. Donc quand tu parles de créer ton unicité, c'est créer ta propre personnalité. Ouais, dans ta danse, tu vois, pour de te démarquer. Tout à l'heure, tu disais, ouais, d'être un peu bizarre, d'être comme ci, comme ça. Mais ouais, mais faut l'être. Parce que du coup, tu viens aussi parler de toi à travers ta danse. Et c'est ce qui va peut-être faire qu'on te regarde plus toi qu'une autre personne, parce que t'as un truc en plus que tu dégages que les autres n'ont pas, je dirais. Donc comment on développe ça ? Comment on peut le développer, ouais, même. Je pense que il faut prendre du temps pour ça. C'est-à-dire, moi, en danse, j'ai toujours mis en avant, en tout cas au niveau du break, la créativité et l'originalité, qui sont deux choses différentes. Okay ? Et pour ça, il faut prendre du temps de laboratoire. C'est-à-dire, tu vas en salle et tu labes, tu recherches, tu te lances dans plein de mouvements, dans plein de choses. Déjà, ça va développer ton style. Ça va t'entraîner à être créatif, ça va t'entraîner à trouver des choses. C'est un muscle. Le cerveau, c'est un muscle. Ouais. La créativité, c'est un muscle. Donc, pour les danseurs, particulièrement,
mais ça, c'est valable pour aussi n'importe quel artiste, c'est vraiment prendre du temps de recherche. Te poser devant ta feuille blanche, te poser dans une salle vide. Ça, c'est la base. Après, il faut être capable de s'inspirer sans copier. En graphe, il y a un exercice pour les nouveaux, c'est de prendre 2 artistes graphes et de ces 2 lettrages, les fusionner. C'est juste un exercice que tu peux donner aux jeunes qui font du graphe. C'est un graffeur qui m'a parlé de cet exercice. Et ben en danse, il faut s'inspirer. Il faut pas pomper, il faut pas copier. Et ça, c'est la honte. C'est-à-dire que si tu copies un mouvement, en break, à l'époque, moi, regarde, j'ai des dents en moins, là, voilà. Ouais. Parce que à l'époque, eh ben, je me suis battu avec un autre parce qu'on s'est battu pour un mouvement. C'est-à-dire qu'il est venu me voir en mode, hey, mec, ça c'est mon mouvement. Je dis, comment ça c'est mon mouvement? T'es un malade. Bam, c'est parti en baston. Bah, moi, aujourd'hui, ça n'existe plus. Oui. Heureusement, ça peut exister, mais je veux dire, aujourd'hui, on ne se bat plus pour ces mouvements-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a YouTube et que du coup, via les réseaux, via YouTube, tout le monde voit beaucoup de choses et du coup, inconsciemment, tu es nourri de choses que tu as déjà vues. Mais en tout cas, à l'époque, et ce que je défends, c'est de créer son propre style. Pourquoi? Parce que le style, c'est intemporel. Moi, je fais des frises, ça fait 20 ans que je les fais. Et les gens, ils me reconnaissent pas à mon visage, ils sont en train d'à côté de moi et tout, ils me voient, ok. Et dès que je fais le freeze, ils sont là, mais mec, mais t'es B-Boy Phoenix, mais moi je t'ai vu, mais ah ouais, mais en fait, alors qu'en fait, ils me voient depuis tout à l'heure et on se connaît depuis 3 jours en fait. Mais t'as vu mon freeze, tu m'as reconnu. Et le freeze, c'est une pause dans le temps, mais je te parle d'un freeze comme je te parlerais d'un mouvement, comme je te parle d'un lyrics. Tu vois un chanteur, une parole, c'est intemporel. Donc pousser l'originalité, c'est super important. Mais après, ta question c'était comment trouver cette unicité? Comment trouver ça? Ouais. Bah en gros, le premier point pour trouver son originalité, c'est de prendre le temps de réfléchir. Ensuite, c'est d'aller s'inspirer sans copier, surtout pas copier. Mais justement, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on est tellement différents, c'est qu'une même idée, un même concept, un même mouvement, sur ton corps et sur le mien, ça n'aura rien à voir. Ouais. Et après, la vraie originalité aussi, c'est de dire ce qu'on a vraiment envie de dire. C'est-à-dire que si j'ai trouvé un mouvement et qu'en fait, je me rends compte après qu'il y a un autre qui le faisait, si c'est moi qui l'ai trouvé, j'ai quand même le droit de le dire. Ouais. Ou j'ai quand même le droit de le faire. Faut pas se mettre la pression à ce niveau-là. Donc, après, pour créer son univers, chacun a sa manière. Moi, je vais aller chercher pour des créations, je vais aller m'inspirer d'autres disciplines. Je vais aller m'inspirer de l'art contemporain dans sa manière de questionner le normal, ou dans sa manière de questionner ce qui est beau, pas beau. Donc ça, c'est des inspirations que je vais avoir dans l'art contemporain. Je peux aller m'inspirer pour faire des frises. Moi, en tout cas, pour mes frises, je me suis beaucoup inspiré de la géométrie sacrée. Cette géométrie, avec un concept très connu, le nombre d'or, une proportion divine, voilà, une proportion qui veut que le rapport entre mon doigt, ma main, mon avant-bras et mon bras, c'est le même que celui entre ma jambe, mon torse et ma tête. Ou c'est le même ratio entre les fleurs et leurs pétales, les pommes de pin et leurs écailles, les flocons de neige et leurs cristaux. Voilà, tout ça, c'est une géométrie qui va m'inspirer dans ma danse. Pourquoi les gens ils vont préférer un bras peut-être droit à un bras moins droit? Ça, c'est inconscient chez les gens, donc ça, c'est des codes de géométrie. Pour devenir unique, je pense qu'il faut aller s'inspirer de beaucoup de choses. Ouais. Il faut dire ce qu'on a envie de dire. Et il faut pas avoir peur d'être trop loin. Il y a beaucoup de gens, ils sont là, mais c'est trop fou ce que je fais. En fait, non. Tu seras jamais trop loin. Tu seras jamais trop perché, en fait. Parce qu'avant toi, il y a déjà 15 spectacles de gens qui se sont mis de l'huile d'olive sur le corps et qui ont fait des bruits d'oiseaux, en fait. Donc, crois pas que ton spectacle est trop bizarre, crois pas que t'es trop louche. Et justement, si on dit que t'es fou, continue. C'est bien. Si on dit pas que t'es fou, que t'es folle, t'es encore loin du compte. Ouais. Et après, faut oser. Faut prendre des risques. C'est prendre des risques artistiques, c'est que comme ça que tu vas créer ton univers. Complètement. Je reviens un petit peu sur la place de la danse dans les médias aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'elle est suffisamment valorisée? Alors, il y a 2 choses. Est-ce que la danse, elle est suffisamment présente? Je pense que oui. Est-ce qu'elle est suffisamment valorisée? Je pense que non. Elle est présente partout. Ouais. On a pu le voir, j'ai même pas besoin de donner d'exemple. La danse, ça vend des sandwichs, ça vend des paires de baskets. La danse, ça vend... des trajets à la SNCF, là, avec la dernière pub sur la SNCF. Non, mais oui.
Moi, je vais faire des castings pour Orange parce qu'ils veulent un Père Noël qui fait un friscoot. Je vais faire un casting pour une boîte de sécurité. Ils veulent un danseur qui fait l'agent de sécu. Enfin, la danse, elle est partout. Elle est dans les films, elle est dans la musique, elle est dans les arts. Elle est partout. Ça, c'est... Heureusement. Et on est tous heureux sur ça. Après, on peut le dire comme c'est... Depuis 10 ans, ça a beaucoup monté. Ouais. Après, valoriser... Tout est relatif et tout est différent. C'est-à-dire que dans les médias, ça peut être valorisé dans un clip. Si un artiste met la danse en avant dans son clip, la danse, elle est valorisée. Dans les cérémonies, la danse, elle est valorisée, mise en avant plus ou moins. Energy Music Award, la référence pour beaucoup de gens, la danse, elle est même pas filmée. Pourtant, elle est mise en avant. Tu vas bosser, c'est un des plus gros jobs pour beaucoup de gens, c'est un objectif. Tu regardes la vidéo, ça fait des années que c'est pareil. En fait, ça fait des années que le danseur, il est un peu dégoûté parce qu'on l'a même pas vu, en fait. Ouais. Donc, valoriser pourquoi tout est relatif, en fait. Donc, au Super Bowl, à la pause du Super Bowl, la danse, elle est valorisée. Donc, dans ce média-là, oui. À la Star Academy, d'une certaine manière, la danse est valorisée parce que il y a des danseurs qui sont embauchés, il y a des tableaux où la danse elle est nécessaire et omniprésente au grand bien de l'artiste, au grand bien du tableau. Mais qu'est-ce que ça veut dire valoriser ? Est-ce que c'est une valeur financière ? Est-ce que c'est la valeur financière qu'on donne aux danseurs ? Ça, oui et non. Quand tu fais une pub pour ASICS, en l'occurrence, tu peux être valorisé financièrement, bien sûr, parce que tu as des droits à l'image, parce que c'est ta tête sur la campagne. Donc ouais, là t'es valorisé. La journée de tournage, c'est pas la même journée, c'est pas le même budget que le budget d'une répétition. Ouais. Donc tout est relatif et tout est différent. C'est-à-dire que tu as des artistes qui vont prendre l'énergie de payer le danseur bien et le valoriser. Et tu as des boîtes de prod qui vont vraiment te prendre comme une grosse... un excrément. Enfin, voilà, ça dépend en fait. T'as des événements où t'es mis en avant parce que valorisé financièrement, mais tu peux être pas valorisé artistiquement. Et inversement aussi. Et inversement, donc ouais, tout est relatif. T'as des gens, ils vont être mal payés sur certains événements et d'autres qui vont être valorisés. Donc, je pense que là-dedans, il faut savoir être patient, faire son chemin et aller là où on nous valorise. Yes. Et je trouve que la danse, elle se valorise aussi pas mal de plus en plus avec l'arrivée des nouvelles technologies, je trouve, que toi aussi tu utilises. Par exemple, tout à l'heure, on parlait d'un casque VR et tu as réussi à valoriser la danse aussi à travers cette technologie. Comment, toi, tu vois le futur de la danse en 10 ans ? Déjà, quand on entend futur de la danse, 10 ans, pour moi, c'est un futur proche. Ouais. Okay. Quand on parle futur, on pourrait parler dans 100 ans, dans 500 ans, dans 10 000 ans. Là, on parle de futur de la danse. Le spectacle du futur, c'est ça. D'ailleurs, je suis allé à une conférence là-dessus la dernière fois à L2P, dédicace à L2P Convention de la Place. C'est des sujets qu'on a un peu abordés. Le futur de la danse, est-ce qu'on passe par de la technologie ? Oui et non. C'est-à-dire que la danse en elle-même, dans sa physicalité, elle sera toujours présente et elle est toujours présente. C'est-à-dire que même dans 100 ans, même dans 20 ans, l'intelligence artificielle, elle ne pourra pas me remplacer et elle ne pourra pas remplacer ma qualité physique au plateau. Ça, c'est clair et net. Tout comme le streaming n'a pas détruit le concert. Ou le cinéma. Ça, c'est encore un autre sujet, cinéma, streaming. Ouais. Je ne suis pas expert, mais en tout cas, le futur de la danse, il ne sera pas détruit par la technologie ni par l'intelligence artificielle. Parce que tu ne peux pas remplacer une aura, tu ne peux pas remplacer une goutte de sueur, tu ne peux pas remplacer le contact, le regard, etc. Une émotion. Tu pourras petit à petit, pour moi, dans le futur de la danse, on va pouvoir impliquer plus de sens. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, le futur de la danse, peut-être que ce sera une scénographie du futur. Peut-être que ce sera des outils technologiques qui vont faire que le danseur, tu peux le faire s'envoler ou disparaître ou très très rapidement. Moi, on peut parler de VR. C'est une technologie qui va te permettre de consommer la danse, mais ce sera pas ça. Ça va plutôt changer les manières de consommer
la danse, à mon avis. Donc moi, ce que je pense, le spectacle du futur, déjà, il va être de plus en plus grand. C'est-à-dire qu'on a des stades, mais que on fait des stades de 80 000 personnes, mais qu'à mon avis, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura des stades de 300 000 personnes. On aura des festivals de danse qui vont être internationaux. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le petit festival local, mais en fait, ton festival est dans 10 pays en même temps. Moi, c'est ce que je pense. On aura des plus gros budgets ou des plus grosses manières de soulever des fonds pour qu'en fait, on le voit. Il y a certains festivals européens maintenant. Donc quand tu rentres dans ce festival, tu vas tourner en France, en Hollande, en Croatie, en Allemagne, parce qu'il y a des coopérations artistiques. Donc je pense que dans le futur, ça ira dans les deux sens. Il y aura et d'un côté des spectacles de plus en plus petits parce qu'il y aura de moins en moins de budget. Ouais. Et en même temps, des spectacles de plus en plus imposants, de plus en plus gros. Donc pour moi, je vois ça dans 10 ans. Voilà, il y aura et un côté, il y aura toujours un retour à la réalité. Ça, on ne pourra pas l'enlever. Et il y aura en même temps une taille et une échelle qui sera différente. Ton spectacle, en fait, il va pouvoir être à l'international, en fait. Il va pouvoir coopérer avec d'autres pays. Même ton casting, ton équipe, elle est de plus en plus internationale. Donc dans 10 ans, ton équipe de danseurs, ton cast, il sera beaucoup plus international, à mon avis. Sauf si je me trompe. Et on ne sait pas de quoi demain est fait. Et en fait, ça se trouve, demain, les frontières seront de plus en plus difficiles à traverser. Tout comme avant, moi, j'allais travailler en Angleterre. Maintenant, j'y vais plus. Parce que Brexit. Donc, mon casting, il est beaucoup moins anglais maintenant. Ou si je fais un casting... donc déjà, on parle de technologie. Est-ce que ça va être une technologie du futur qui va te permettre une scénographie de ouf? Une scénographie incroyable. On l'a vu, il y a 5 ans, c'était la mode des spectacles avec le digital, avec les écrans, etc. Donc, à mon avis, il y aura de plus en plus de technologie. Après, moi, ce que je vois aussi, ça va être l'interactivité du spectacle. C'est-à-dire que pendant le spectacle, peut-être que grâce à ma technologie, je vais pouvoir influer sur ce qui se passe en tant que public. Ça peut être un spectacle du futur. C'est-à-dire que pendant le spectacle, grâce à la technologie, tu vas pouvoir influer sur ce qui se passe. Je sais pas, donner un thème d'impro, je sais pas, tu vois. Spectacle immersif, de plus en plus. Immersif, c'est un mot fourre-tout. Ouais. Ok. Immersif, pour moi, un spectacle immersif, ça inclut différents sens. C'est-à-dire, pour le culte du freeze, par exemple, quand tu arrives, il y a une odeur. Donc déjà, t'es immergé, en fait. Une immersion, c'est sensoriel. C'est physique. Ça veut dire, est-ce que le public, il est au plateau et les danseurs dansent autour de lui? Est-ce que il est assis face à la scène, mais l'audio, il est en 360. Là, t'es immergé. Qu'est-ce que c'est immersif? En tout cas, pour moi, le mot immersif, il a été galvaudé et beaucoup trop utilisé pour avoir des subventions. Oui, c'est un spectacle immersif. Non, t'es pas immersif. Ça veut rien dire. Immersif, c'est le public. On utilise différents sens. Le toucher. Comment t'inclus le toucher dans un spectacle? Ça, pour moi, c'est un spectacle dans 10 ans. Faire un spectacle qui inclut le toucher, ça c'est le futur. Un spectacle qui inclut la physicalité. À la fin du spectacle, le public, il a sué. Ok. Il s'est levé, il a dansé. Ou il s'est pas levé, il a pas dansé. Le faire respirer. Moi, dans le culte du freeze, je fais respirer les gens. Ça, c'est immersif. Je rentre dans leur état mental. Je rentre dans leur état spirituel. Je les fais respirer. Et expirer. Ça, pour moi, c'est immersif. C'était exactement ça que je pensais dans l'immersif. C'était de faire participer le public justement à ton spectacle et qu'il ait eu l'impression de lui avoir été un danseur le temps d'une soirée et peut-être, tu vois, même parfois donner envie après au spectateur de sortir et se dire putain, mais j'ai envie de reprendre la danse ou ça m'a donné envie de bouger et de me remettre à ça, quoi. Ça, c'est un choix. Ouais. C'est un choix artistique au-delà du côté immersif. Là, c'est plutôt lui donner envie de danser. Ça, c'est un spectacle qui donne envie de danser aux gens. Ah, ouais, pas que. Après, ce qui se passe dans la tête des gens, pour moi, quand tu délivres un spectacle au spectateur, des fois, tu peux avoir un propos, un objectif, tu sais pas comment ça va être perçu. Donc, ça se trouve, t'avais comme but que ce soit X chose, et en fait, le spectateur, il va ressortir avec Y chose, parce que lui, ça lui a déclenché des souvenirs ou d'autres choses, et c'est ça aussi qui est beau. C'est, tu vois, on parlait d'émotion, c'est ça, c'est que tu sais pas ce que tu vas transmettre finalement à ton public. Parce que chacun est libre de ressentir ses émotions. Et tu sais pas comment le public va prendre ton spectacle aussi. Aussi. Peut-être, je te donne un exemple de malade. Moi, j'ai fait une pièce qui s'appelle Sous-sol. Ouais. C'est un ballet de break futuriste.
Et donc les gens, ils sont habillés un peu comme s'ils allaient faire une espèce d'expédition sur la Lune, ou en mi-expédition, mi-spéléologie. Et donc ils ont du mal à se déplacer, etc. Et il y a des gens du public qui ont vu ça comme des migrants qui traversent la Méditerranée. Ah ouais, rien à voir. Rien à voir. Mais en fait, ils ont vécu l'expédition et la manière dont les gens se connectaient entre eux, ou se tiraient, ou se soutenaient, ou se poussaient, comme des migrants qui allaient genre traverser une frontière et tout, alors que rien à voir. Rien à voir. Et tu vois, moi, pour l'avoir vu, sous-sol, j'ai eu l'impression qu'ils étaient dans des mines. Mais c'est ça. Ah, c'est ça, voilà. C'est complètement une mine. Ouais. Tu vois, on parlait d'immersif. Ok. Donc nous, la musique du spectacle sous-sol, on l'a enregistrée dans une mine, avec un son en Full HD. C'est-à-dire que c'est un compositeur spécialiste en field recording, donc c'est l'enregistrement de terrain, avec des micros spéciaux qui peuvent viser un endroit, et on a travaillé avec un micro qui enregistre les vibrations sismiques. Donc c'est un micro qui est fait pour capter si le sol tremble ou pas. Ok, donc si le micro s'active, il y a peut-être un tremblement de terre. D'accord ? Donc on a travaillé avec ce genre de micro-là. Donc comment on a retranscrit ça pour que le spectacle soit immersif ? C'est que tout est sourd en fait. Le son, il est sourd. On a l'impression d'être sous pression parce qu'on a tout enregistré à moins 40 mètres dans une mine. Donc, dans une grosse partie du spectacle, t'entends un espèce de bruit de fond très désagréable. T'as l'impression d'être dans une mine. Là, t'es immergé dans ma scénographie. Tu vois, là, t'es pas juste à regarder, t'es sous la mine avec nous. On t'a attiré dans le spectacle. Ça, pour moi, c'est immersif. Ouais, complètement. Et tu vois, ça pourrait autant faire kiffer les gens d'être dans cette immersion avec vous que angoisser même certaines personnes. Parce que tu sais pas ce que les gens ont vécu aussi, tu vois. C'est un spectacle anxiogène. Ouais. Sous-sol, c'est pas un spectacle feel good. C'est pas un spectacle où tu te sens bien. C'est un spectacle où t'as le bruit d'une perceuse, t'as la pression d'un mineur, c'est-à-dire qu'un mineur, en fait, à tout moment, peut y avoir un coup de grisou, c'est une explosion sous la mine. On est dans une mine de charbon, il y a des morts, en fait. La mine, c'est pas pour les claustrophobes, en fait. Donc, sous-sol, c'est pas recommandé pour les petits jeunes. Et ça, c'était voulu, que ce soit anxiogène ? Ok. C'était fait exprès. Pour moi, on parlait de comment être unique. Ouais. Il faut aller au bout de ton art. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'art total. L'art total, c'est ta propre bande-son. Pour moi, je me vois pas faire un spectacle sur un son de quelqu'un d'autre. Parce que l'artiste, il a déjà voulu dire quelque chose. Donc c'est créer ta propre bande-son. Ça va plus loin. Créer ta propre bande-son avec tes propres outils physiques. Donc la bande-son, on l'a enregistrée avec les danseurs qui se frottaient dans la mine. Là, t'es unique. Même là, la caisse ou la basse ou la sub de ma bande-son, on est à l'origine de la création. On n'est même pas allé sur une base de données quand tu crées de la musique, tu peux avoir des bases de données de batterie avec 15 types de batteries. Non. Chaque caisse, chaque cymbale, chaque sub, même la vibration de la sub, on est à l'origine de ça. Là, t'es obligé d'être unique. Ça plaît pas, t'es unique. Complètement. Et oui, c'est un spectacle anxiogène, c'est voulu, parce que c'est l'univers. Et un spectacle, l'art, c'est pas fait que pour « Ah, c'est beau. Ah, c'est bien. Ah, j'adore. Waouh, c'est magnifique. Ils ont donné, hein, c'est super. Hein. » Non, un spectacle, c'est de l'art. Ouais. Donc si, en fait, t'es en train d'exprimer des gens au plateau qui n'ont plus d'oxygène, faut que ton public, il le ressente. Complètement. Et c'est pour ça que je te parlais d'art contemporain, où je vais m'inspirer de la danse contemporaine. Moi qui faisais que des battles, quand j'ai découvert un peu plus certains spectacles de danse contemporaine, où je me suis posé la question en tant que public, mais qu'est-ce que je fous à regarder ce truc bizarre ? J'étais là, putain, ok, oh, les bâtards. Ils sont en train de me questionner sur le sens du truc, en fait. C'est tout bête, mais c'est faire se questionner, proposer des angles différents, et je me suis dit, mais c'est pas un spectacle qui est fait pour être beau, ça. C'est un spectacle pour faire que je m'ennuie, en fait. Donc là, en fait, le chorégraphe, il a fait en sorte que j'ai mal à la tête parce que la musique, elle est trop forte. Ou le spectacle, le chorégraphe, ou l'artiste, une peinture, il a fait en sorte que je me sente mal à l'aise. Il m'a choqué. Ok. Donc là, en fait, sur cette peinture, il y a un truc super violent.
C'est peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Mais tu vois, des fois, tu peux voir des œuvres d'art avec de la violence. Et ben en fait, ok, la violence, ça peut être fait pour choquer, ça fait partie de l'art, donc le spectacle, il est pas fait que pour être beau. Donc Sous-sol, c'est pas fait pour être beau. C'est beau, c'est une esthétique, c'est assez beau, je trouve. Mais c'est pas feel good, c'est pas bon délire, genre t'es en apnée pendant le spectacle. Donc ça, c'est voulu. Est-ce que c'est un goal pour toi que quand ton public y ressorte, il se pose des questions? Pas obligé. Pas obligé, ok. Mon but, c'est pas obligatoirement que le public se pose des questions. Mais par contre, je vais me poser la question, moi, de ce que je veux faire ressentir chez le public. Par exemple, Sous-sol, c'est anxiogène, c'est problème d'apnée, c'est explosion, t'es surpris, tac, d'un coup, il y a un truc qui pète. Donc c'est un truc où je veux que les gens, ils soient comme les danseurs, ils sont un peu en apnée. Okay. Le culte du freeze, c'est un spectacle où je veux que physiquement et mentalement et énergétiquement, tu te sens bien. Donc après avoir regardé le culte du freeze, généralement tu as une sensation d'apaisement. Parce que tu auras respiré, donc je t'ai fait respirer, j'ai fait respirer le public, déjà ça, il y a des gens qui ne respirent pas. Donc tout simplement, le public du culte du freeze, je lui demande d'inspirer par le nez et d'expirer profondément par la bouche. Plusieurs fois. Donc tout au long du spectacle, ils vont respirer. Nous, on est des danseurs. Mais même des danseurs, danseurs, danseuses, on ne sait pas respirer. Non. Donc si je te fais juste respirer 3 fois par le nez profondément, voilà, si vous êtes devant le podcast ou vous êtes en train d'écouter le podcast, prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche profondément. Juste ça, 3 fois d'affilée. Ça va changer ta journée. Donc, ça, pour le public, c'est feel good. Feel good, c'est bien-être. Ensuite, la musique qu'on utilise, c'est une fréquence spéciale qui encourage la photosynthèse et la poussée des plantes. Donc, en fait, toi, dans tes petites cellules, ça encourage la récupération. Donc, sans t'en rendre compte, en écoutant la musique du culte du freeze, tu vas avoir un bien-être physique. Donc le but du culte du freeze, c'est plutôt bien-être mental et physique. D'accord ? Là, mon prochain spectacle, j'ouvre sur la suite, c'est un spectacle sur la détermination, sur la motivation. Donc c'est une pièce où mon but, c'est qu'à la fin du spectacle, le public se mette à voir ses problèmes comme des épreuves à surmonter. Et mettre en perspective ses propres problèmes pour justement les voir différemment et se dire ok, c'est peut-être une chance, c'est peut-être une épreuve. Ok, est-ce que dans ta vie, tu as déjà eu un moment, toi, où tu étais au bout de ta life, tu sentais que tout était contre toi? Peut-être ça peut être un décès, peut-être ça peut être un problème financier, peut-être ça peut être la perte d'un proche, ou le décès. Ça peut être une blessure. En tant que danseur, c'est la fin du monde. Ok. Mais en fait, tous les danseurs qui n'ont pas abandonné, ils sont revenus des blessures beaucoup plus forts. Parce que pendant ces 3 mois, 6 mois, ils ont pris le temps de renforcer, de faire du kiné, peut-être de travailler sur des problèmes financiers qu'ils avaient, peut-être qu'ils ont travaillé sur leur administration, peut-être qu'ils se sont mis à lire des livres, peut-être qu'ils ont appris le montage. Ouais, ou de travailler ta danse d'une autre manière. Mais vraiment, Exactement. Par exemple, moi j'ai été blessée au genou, bah, je pouvais faire moins de choses en allant au sol, j'avais moins d'extension, moins de flexion, etc. J'ai travaillé les bras. Ouais. J'ai développé, voilà, on parle d'angle de géométrie, moi j'ai eu un coup de cœur pour ça et j'ai commencé à travailler ça. Exactement. Donc en gros, on est revenu plus fort de ces épreuves-là et on est encore en vie, en fait, tout va bien. Et moi j'ai un pote, un ami qui est décédé là il y a 1 mois et demi. Et en fait, c'était dur, mais en même temps, ça m'a rappelé la bénédiction de me lever au quotidien. Ouais. Merci, je me lève le matin, j'ai un toit. Merci, j'ai un frigo. Merci, j'ai du café. Merci, je suis en bonne santé. Merci, j'ai la vue. Ouais, merci, j'ai un chauffage qui me chauffe dans les saisons hivernales. Merci, je tourne un bouton qui s'appelle un robinet qui m'amène de l'eau froide ou de l'eau chaude. Je suis exactement comme toi, tous les matins je me lève et des fois je regarde mon plafond. On pourrait dire on dirait une folle, hein. Je regarde mon plafond et je me dis, j'ai un toit. J'ai un toit et j'appuie sur un interrupteur et là j'ai de la lumière. Mais tu vois, c'est déjà le fait de dire on dirait une folle, mais ça c'est n'importe quoi en fait. Ça faut casser ça en fait. Non mais c'est pas, en vrai c'est pas du tout ce que je me dis, mais tu vois je comprends ce que tu veux dire. Donc comment
dans un spectacle, je vais pouvoir faire ressentir ça au public. Donc, transformer un peu la manière dont les gens voient leurs épreuves pour le voir comme des moyens de progresser, des moyens d'apprécier l'adversité. Parce qu'en fait, tous les jours au quotidien, on va avoir des problèmes. On ne peut pas contrôler ça. On ne peut pas contrôler la crise économique. On ne peut pas contrôler le séisme. On ne peut pas contrôler le fait qu'il y ait des bombes au-dessus de nos têtes ou pas. On ne peut pas contrôler toutes ces choses-là. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est comment nous, on réagit. Donc, comment moi, je vais réussir là pour mon prochain spectacle à inclure tout ça dans un spectacle. Et mon but, ça va être qu'à la fin du spectacle, le public il ressorte en mode « Allez, let's go !» ou merci l'univers, ou Dieu merci. Donc comment je vais réussir à faire ça, c'est mon but pour le prochain spectacle. Mais du coup, je me pose vraiment ces questions, comment le spectateur va ressortir du spectacle, quel est l'effet de mon spectacle sur le spectateur, comme je connais l'effet de mon cours de danse sur des jeunes. Comment je peux, à travers la danse, peut-être inspirer. C'est ça la danse. Si c'est la danse pour l'esthétique, respect, surtout le hip-hop, c'est beaucoup une esthétique, mais derrière, il y a quelque chose d'autre. Et si tu fais un spectacle pour l'esthétique, je respecte de ouf. Et trop bien, en fait. Bien sûr. T'as un esthétique à montrer, ou une esthétique, je sais pas, enfin, t'as quelque chose à montrer, montre-le. Trop bien. Si tu peux faire un spectacle qui va faire qu'une personne qui se sentait dans un mal-être, en fait, ressorte et se dise « Waouh, en fait, vas-y, moi aussi, je vais le faire. Ah ouais, en fait, j'avais pas de vision, là. Mais en fait, là, quand je vois ce mec-là en train de se buter là, et monter son spectacle, et en fait, il a mis au plateau des gens qui n'ont rien à voir, et en fait, mais en fait, vas-y, moi aussi, je veux faire des spectacles comme ça. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Complètement. C'est ultra déterminant, et ça donne surtout de la détermination, de la motivation de voir les autres réussir, parce qu'on part tous du même endroit, hein. On part tous du bas de l'échelle. Hein. Et on en parlait tout à l'heure, tu vois, de comparer, mais en fait, il ne faut pas comparer, il faut prendre cette comparaison comme de l'inspiration et dire ok, la personne elle est là-haut, vas-y, moi aussi je peux faire comme elle, moi aussi je peux grimper les échelons avec du travail, il ne faut pas oublier. Bien sûr. Tout se fait pas comme ça du jour au lendemain, du travail, de la patience, de la résilience, de la rigueur, de la discipline, tous ces mots, voilà, mais en vrai on peut tous tout réussir, et c'est une vérité, on peut tous tout faire. Tu peux être comme tu vas, tu peux être monteur, tu peux être danseur, tu peux être chorégraphe, tu peux être réal, tu peux tout faire. Bien sûr. Et même en dehors de là, on parle de l'aspect artistique, mais même si demain t'as envie d'être médecin, bien sûr, fonce. C'est pas parce que t'as pas fait S que tu pourras pas être médecin. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je vais revenir sur... C'est connecté. Hein. Ouais. Je vais revenir sur ta compagnie, parce que depuis tout à l'heure on parle de Sous-sol et du culte du freeze. Donc ce sont tes deux pièces principales qui tournent avec ta compagnie Allongée. C'est quoi l'univers artistique de ta compagnie et en quoi elle se distingue des autres compagnies ? La compagnie Allongée, déjà le terme allongé, c'est 3 choses. J'allais te demander après pourquoi le nom, est-ce que ça symbolisait pour toi ? Vas-y. Tout simplement, compagnie Allongée, c'est le café allongé, c'est l'action d'étendre les choses, d'aller plus loin, de l'action d'étendre, et c'est aussi la position allongée au sol, en référence à ma danse. Ouais. Donc la compagnie allongée, c'est tout ça. Comment je peux définir ma compagnie ? Ma compagnie, elle pousse le break comme outil de création artistique. Moi, je suis originaire de cette danse. Je suis un b-boy avant tout, même si aujourd'hui, j'ai des approches contemporaines où des fois, où je suis multivision ou artistiquement ouvert à d'autres styles et je fais plus du break pur comme à l'époque. Moi, ma vision de ma compagnie, c'est pousser le break comme outil de création artistique. Et après, j'ai des objectifs, j'ai des volontés. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'inspirer une nouvelle génération. J'ai envie de donner des jobs dans des bonnes conditions financières. C'est-à-dire que je mets un point d'honneur dans ma compagnie à toujours payer les gens. Parfois c'est peu parce qu'il n'y a pas de budget, mais au moins j'ai l'honnêteté de le dire. Mais il n'y a personne dans ma compagnie qui va travailler gratuitement depuis le premier jour. Même si au début, on avait très peu de budget et on était ensemble et tout. Dans ce sens, mon objectif, c'est d'inspirer une génération de danseurs à aussi leur donner des jobs qui vont leur plaire. Moi, pourquoi j'ai pas travaillé dans la danse avant longtemps ? Parce que j'ai fait un job, j'ai dit jamais. Je dis pas du tout en fait. On me respecte pas artistiquement, on me respecte pas financièrement, j'ai pas envie d'être danseur en fait. Et là, par contre, moi avec ma compagnie, j'ai une volonté de faire évoluer mon milieu, de faire évoluer le game. Mon milieu, c'est la danse hip-hop, mais l'ensemble de la danse, parce qu'aujourd'hui je travaille
avec des danseurs de tous les horizons, et trop bien d'ailleurs. Mais en tout cas, une des missions de ma compagnie, c'est de pousser le break comme outil de création artistique, mais aussi inspirer les jeunes et montrer au plateau qu'on peut se faire plaisir. Montrer qu'il y a des jobs où, oui, tu peux être respecté et artistiquement, et financièrement. Et humainement. Et humainement, ça va avec. Donc, la compagnie allongée, c'est ça. C'est la création artistique, donc vraiment ce qu'on voit dans les théâtres, le culte du freeze, sous-sol, ma prochaine création. Ça, c'est un pôle super important. Ça reste le cœur de ma compagnie, c'est de faire des créations au plateau. L'autre pôle, c'est la transmission. Donc, c'est vraiment transmettre aux jeunes, transmettre aux moins jeunes, mais vraiment transmettre. Moi, c'est vraiment super important. On en a parlé, c'est vraiment si tu peux changer la vie des gens via la transmission. Ouais. Donc, c'est vraiment un pôle entier de ma compagnie. On développe des projets de transmission avec des jeunes. On a donné parfois un cours de danse en langue des signes. Yes. On essaie de transmettre parce que je sais que la transmission, ça fait la différence. Et le troisième pôle qu'on a, c'est plutôt le pôle showcase, événementiel et street show. Voilà. Okay. Donc c'est ce qu'on fait avec ma compagnie, c'est ces trois choses-là. On en reviendra un petit peu tout à l'heure on parlera en fin de podcast sur le street show aussi. Je trouve on n'en parle pas assez. Je pense que les gens lambda ne savent pas totalement ce que c'est, et surtout ce que ça implique derrière. Et surtout comment les gens le voient, c'est un monde. Voilà, on en parlera après. Quelles ont été les étapes clés et les principaux défis lors de ta création de ta compagnie ? Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'aspect financier. Tu n'avais pas forcément financièrement tout le temps les moyens pour rémunérer à leur juste valeur tes danseurs. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres défis et d'autres étapes pour la création de ta compagnie ? En fait, avoir sa propre compagnie, c'est être un chef d'entreprise. Ouais. C'est vraiment de l'entrepreneuriat. Donc, une entreprise, elle peut avoir la forme d'une SARL, d'une SASU, mais elle peut aussi avoir la forme d'une association. En tout cas, les compagnies en France, c'est beaucoup des associations. Et après, au niveau d'un certain palier, généralement, ça peut passer en SARL, mais la majorité des entreprises, des compagnies de danse, sont des assos. Donc déjà, il faut se rendre compte de ce truc-là, de cette chose-là, que être un directeur de compagnie, c'est même plus être un chorégraphe. Oui. Il y a le métier de chorégraphe, mais il y a le métier de directeur de compagnie, gestionnaire de projet. Okay ? Donc quand tu as ta compagnie, l'important, en tout cas, c'est pas ce que je dirais, c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'est des métiers différents. Chorégraphe, c'est pas le même métier que producteur. Producteur, c'est pas le même métier que administrateur. C'est pas le même métier que comptable. C'est pas le même métier que community manager. C'est pas le même métier que manager d'équipe. Ouais. C'est pas le même métier directeur de casting. C'est pas le même métier que chargé de diffusion. C'est pas le même métier que tourneur. Tout ça, c'est déjà 1 million de métiers. Ouais. Et il faut comprendre ces différences-là. Et ça prend du temps. Ça, quand on commence à comprendre ça, déjà, on visualise mieux notre travail. Parce que tu parles avec n'importe quel chorégraphe, moi j'ai parlé avec beaucoup de chorégraphes, on a tous les mêmes problèmes. Tous et toutes les mêmes problèmes. Pas assez de div, pas assez d'argent, pas assez de ceci. Tu vois, le mélange, le volume de travail quand tu es directeur de ta compagnie, c'est incroyable. Il me faudrait 4 jours dans un jour. Et pourtant, je suis organisé. Hein. Je me lève tôt, je planifie. En fait, juste donc, capter vraiment ce qu'on fait quand on est chorégraphe, ça c'est super important. Et ça peut prendre du temps. Et ça peut surtout te faire perdre de l'énergie en tant que chorégraphe aussi. C'est pourquoi, à la base, des fois, t'as monté ta compagnie, c'était pour créer, pour montrer ton art. Et finalement, tu te retrouves à faire de l'administratif. Mais ça te dégoûte. Ouais. Ça te dégoûte. Il y a certains chorégraphes qui sont dégoûtés du métier parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il faut faire du relation sociale. Relation publique. Ouais. Mais aussi du relation presse. Ouais. Il faut faire de l'admin, il faut faire de la prod. Donc en tout cas, ça, c'est un point important, c'est de comprendre, quand tu es chorégraphe et que tu as ta propre compagnie, quel est ton job et quels sont les jobs à côté et comment cloisonner ou pas. Ouais. Tu vois, moi, j'ai la chance de bosser avec et d'avoir monté un bureau de prod, InHop, et avec elle, en fait, c'est clair, j'ai de l'administration, j'ai de la production, chacun a ses tâches. Ok, moi, je peux me concentrer sur mon artistique. Mon job, c'est ça. Ok, il y a un rendez-vous, c'est moi qui vais. Il y a un dossier à monter, c'est toi qui fais. Et on arrive à bien s'organiser. Donc, déjà, comprendre les casquettes du chorégraphe et comment s'organiser, ça va faire la différence. Okay. Après, un des nerfs de la guerre, c'est l'argent. Oui. Mais ça va avec. Si t'as pas compris toutes ces casquettes, tu vas pas comprendre comment trouver de l'argent. Ouais. Donc, prendre le temps de bien penser son projet, comprendre où on peut chercher de l'argent,
comment on le cherche et quel est le langage des gens qui te donnent l'argent, ça c'est important. Yes. L'asso, c'est ton statut juridique? Exactement, donc j'ai une association loi 1901. On sent que tu l'as écrit, ça. Des milliers de fois. Voilà. Je reviens un peu plus sur le côté chorégraphique. C'est quoi ton processus de création chorégraphique? Comment tu travailles? Comment tu choisis tes danseurs et tes collaborateurs? Parce que du coup, tu ne travailles pas qu'avec des danseurs, tu as aussi des musiciens. Il y a Link pour la création musicale de Sous-Sol. Non, alors pour d'autres aussi créations. Pour Sous-Sol, c'est Catharsis. Ouais. Et pour le culte du fruit, c'est Link. Ah, okay. Link le c'est Nil. l'inverse, oui. Et son nom de producteur de musique, c'est Linky Larson. Yes. Voilà. Mon processus pour une création? Ouais. Ok. Alors déjà, oula, c'est long. Ça peut partir dans tous les sens. Et il faut pas hésiter à partir dans tous les sens. Ok. Dans le concret, je commence toujours par 1 semaine ou 2 semaines de laboratoire. Ça, c'est la base. C'est-à-dire que je ramène une équipe. Peut-être c'est l'équipe finale, peut-être c'est pas l'équipe finale. Et j'arrive avec plein d'idées différentes. Donc vraiment, j'ai pas de frein. J'arrive avec plein d'idées différentes. Et à la fin de cette semaine, ou de cette 2e semaine, ou même des premiers soirs, je vois, ok, ça marche plus, ça marche moins, ça me parle, ça me parle pas. Ouais, quand je m'engouffre dans cette idée, c'est la fête. En fait, je peux faire un spectacle entier de ça. Donc vraiment, je prends ce temps pour une création artistique, je parle. Une création artistique, c'est vraiment une pièce qui va durer 30 minutes, 40 minutes, 1 heure au plateau que je vais vendre dans les théâtres. Pour une création artistique, je commence toujours par organiser 1 semaine ou 2 semaines de laboratoire. Vraiment, c'est la base. Et quand j'arrive là-bas, j'ai aucune fermeture. J'ai même pas de titre. Ou peut-être que j'en ai 10. Mais peut-être que j'ai 5-6 idées qui sont opposées et que je vais tester. Et je me rends compte qu'en fait, celle-là, ça marche. Celle-là, ça marche pas. Ces deux-là, elles marchent ensemble. Ok. Ou peut-être que j'arrive avec une playlist. Pour créer, tu peux partir de plein de choses. Ouais. Tu peux partir d'une idée, tu peux partir d'une musique, tu peux partir d'une expression, tu peux partir d'un livre, tu peux partir d'un texte. Donc c'est à toi de trouver déjà les différentes sources de ton inspiration. Et de là, tu vas voir ce qui se crée et ce qui marche ou ce qui marche pas. Donc, je pars avec une playlist, créer sur une playlist, ou créer plein de choses. Et je me rends compte que en fait, pour Sous-Sol, mais en fait, tout ce que j'ai créé là, à Sous-Sol, c'était pas du tout cette idée à la base. Je me suis rendu compte qu'en fait, que là, les danseurs, ils faisaient que frotter le sol. Et on dirait qu'ils creusaient. Je me dis, mais ok, attends, on dirait qu'ils creusent là. Ok, on va chercher ça. Qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'est pas venu tout de suite, c'est venu d'une gestuelle. J'avais une idée de gestuelle, j'avais une idée d'esthétique, je voulais travailler les footwork, je voulais travailler le floorwork. C'était une idée de forme aussi, je voulais faire un ballet. Ce qu'on appelle un ballet, c'est des gens qui se déplacent dans l'espace. Donc en termes de danse, c'est deux duos en même temps qui deviennent un quatuor. Ce quatuor devient un trio et un solo. Et après, il y en a deux autres qui arrivent et ça devient 2 trios. Donc le ballet, c'est ça. 6 personnes, puis tu vois, c'est cette forme-là. J'avais envie d'avoir cette forme-là, cette mouvance, cette modularité entre les formes pour créer et ces déplacements, où j'avais la volonté que mon spectacle il se déplace tout le temps. Tout le temps. Et donc j'avais ces idées de forme. Et j'arrive avec, voilà, là déjà j'étais sorti 10 trucs différents. Des idées, ça peut découler de la forme, ça peut découler d'une esthétique, ça peut découler d'un seul mouvement. J'ai envie de travailler ce mouvement, le shuffle c'est un footwork. Ok, je travaille que le shuffle. Je vais faire un ballet de shuffle. Bim, c'est devenu un tableau. Donc, je vais en lab, je bombarde sans frein. Après voilà, faut essayer d'être efficace. Ouais. Mais c'est très dur d'être efficace. Chorégraphier, c'est faire des choix. Ouais. Ça, je me le suis rendu compte. Chorégraphier, c'est faire des choix. Choisir, non, pas tout ça, ok. Ouais. Mais j'aime bien ça. Ouais, mais on aime bien ça, mais vas-y, c'est quoi? Prochaine créa. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est aussi renoncer. Mais ça te permet d'aller plus loin. Complètement. Parce que tu peux faire un spectacle avec un mouvement. Complètement. Et tu le décuples et tu le fais grandir au fur et à mesure de ton timing. Tu vois, tout à l'heure, tu disais aussi que tu arrives en créa avec tes idées et puis finalement, tu as tes danseurs qui te donnent une autre idée et qui t'amènent dans une autre direction. Yes. Et c'est important aussi de rester ouvert et de bien choisir aussi ces danseurs parce que du coup, tu sais qu'eux aussi vont te nourrir dans ta créativité. De toute façon, tu peux pas faire un bon spectacle sans des bons interprètes. C'est mort. Si tu crois en tant que chorégraphe que tu peux interchanger tes interprètes, t'as rien compris. Il y a des spectacles où je vais plus ou moins laisser de liberté par contre. Ouais. Sous-Sol, je suis arrivé avec énormément de vocabulaire. C'est-à-dire que j'avais vraiment
beaucoup de phrases à apprendre. C'est un spectacle qui est très très dur à apprendre, il prend beaucoup de temps. Et les moments de liberté de l'interprète, ils sont très réduits. Mais ils sont précis. Tel tableau qui dure 5 minutes, je vous donne plutôt un couloir d'indication, un algorithme d'exercice, ou une qualité de corps, ou une intention, et à l'intérieur, vous êtes libre. Mais moi je sais que j'ai choisi la musique, j'ai choisi la qualité de corps, tu fais des clés avec tes mains et ton avant-bras, et à l'intérieur, le danseur il va me surprendre. Ouais. Comment tu crées un solo ? Un solo, tu peux très bien arriver avec une choré et le danseur il fait ta choré. Mais en vrai, tu passes peut-être à côté de quelque chose. Ouais. T'as des interprètes qui sont faits pour ça. T'as des interprètes qui ne sont pas faits pour ça. T'as des interprètes, ils ont besoin de chaque compte, de chaque demi-compte, de chaque regard, de chaque placement. T'as des interprètes, tu leur dis tiens, t'as 4 minutes, tu fais ça, c'est déjà parti. T'as des interprètes, c'est des machines de création. T'as des interprètes, c'est des galères en création. Donc c'est comment tu trouves ton équipe, comment tu manages ton équipe. En hip-hop, je pense que c'est pareil dans toutes les danses, mais les gens, ils sont différents. Donc dans une équipe de 6, c'est des pédagogies pour apprendre une choré qui n'ont rien à voir. Il y en a, les comptes, ils comprennent. Il y en a, ils n'arrivent pas à les comptes. On a tous des cerveaux différents. Des cerveaux différents. Ouais. Donc, pour moi, ton équipe, elle va nourrir ton projet. Il faut que tu nourrisses ton équipe. Aussi. Moi, j'ai toujours pourquoi j'ai arrêté le commercial ou l'industrie pour faire de la créa ? Parce que je sacralisais le milieu de la création dans un milieu où tu peux vraiment t'exprimer, où artistiquement tu poses des vraies questions. C'est pas juste je bouge mes fesses, je fais un step un peu une attitude. Non. Là, on va faire 1 heure au plateau. En fait, tu vas me dire pourquoi tu bouges tes fesses en fait. Est-ce que c'est au bas ? Est-ce que c'est droite-gauche ? Est-ce que c'est avant-derrière ? Est-ce que c'est un rebond ? Est-ce que c'est un... Je parle de bouger ses fesses, mais la création, c'est pourquoi en fait. Ok, pourquoi à tel moment le personnage au plateau il bougerait ses fesses ? Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais au moins c'est un exemple qui parle à tout le monde et qui dans l'inconscient donnera des images aux gens. Mais ok, pourquoi ton perso il bouge ses fesses ? Est-ce que c'est parce que dans l'histoire, il en est arrivé à rebondir sur un sol rebondissant ? Est-ce qu'il est dans une boîte de nuit ? Donc la création, c'est ça, c'est aller chercher vraiment la dramaturgie. Après, tu me parlais du processus en création. Ouais, je me demandais si par exemple, tu vois, les danseurs que tu choisissais, tu les connaissais tous ou c'était des personnes des fois que tu pouvais voir à travers les réseaux sociaux, parce que quand même ça reste un médium assez incroyable maintenant pour connecter en tant qu'artiste. Donc, est-ce que ce sont des personnes que tu connais et que tu invites et avec qui tu as déjà collaboré ? Ou est-ce que tu laisses aussi la chance à des danseurs à qui, leur travail pourrait te toucher à travers un réseau social, et du coup, tu te dis, tiens, lui, il y a peut-être quelque chose qu'on peut aller chercher et on pourrait se nourrir mutuellement. Déjà, tu as dit un mot incroyable, c'est que tu parlais des réseaux sociaux. Ouais. Moi, aujourd'hui, tous mes castings, je les fais sur Instagram. Ok. Genre, pour Sous-Sol, j'ai fait un mélange. C'est-à-dire qu'il y a des danseurs, j'avais vraiment déjà envie de travailler avec eux parce que c'était anciennement mes élèves. Et du coup, je savais très bien qu'ils avaient déjà accumulé ma matière. Ouais. Donc, c'est des gens que j'ai formés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou de temps en temps. Mais je savais que ces gens-là, ils étaient déjà passionnés par mon travail. Et en fait, ils avaient déjà dans leur corps la capacité à faire les mouvements que je voulais. Parce que le break, c'est très, très, très technique. Oui. Donc, tu peux pas... Si je te demande... si je veux faire une création que de power move, c'est les mouvements les plus puissants où on tourne sur la tête, c'est un power move. Tour sur la main, c'est 19, c'est un power move. Donc, si je veux faire une création de power move, déjà, il faut maîtriser le power move. Oui. Donc, déjà, il y a une question de qualité de corps, capacité technique qui va être fondamentale pour moi. Est-ce que tu as le niveau, en fait, déjà, pour faire ma choré, en fait. Ça, c'est la base. Donc, je vais aller chercher des gens, en tout cas pour Sous-Sol, des gens avec qui j'ai déjà travaillé, que j'ai déjà formé. Mais du coup, après, je suis très ouvert. C'est-à-dire que je fais des castings, mais peut-être que sur les 6 de mon groupe, il n'y en a que 2 que je ne connaissais pas avant. Les 4, je les connaissais tous avant. Donc ces gens-là, c'est envoie-moi des vidéos. Ils m'envoient leurs vidéos, et après, ils viennent faire un test. C'est-à-dire que la première fois qu'ils viennent en répète, je me laisse quand même l'option qu'en fait, si ça passe pas, c'était un test, je te dis, ça marche pas, tu vois. Mais généralement, généralement, je me suis déjà trompé, mais en tout cas... Oui, puis des fois, ça peut ne pas correspondre pour ta création actuelle, et aussi, tu peux dire, attends... Aussi. Celui-là ou cette personne-là, je pourrais utiliser son art pour une autre création. Donc c'est un mélange des deux. Donc c'est des gens que je connais déjà parce qu'ils ont déjà ma matière. Et en même temps, je mets des castings en story. Donc c'est très sauvage. C'est même pas un post. C'est le monde de l'industrie de la danse. C'est sauvage. Le casting, il est en story. Vite fait, c'est tout.
ça se transmet à des gens, et de là, je récupère et j'arrive à essayer de sentir ce qui se passe. Après, je fais aussi attention à ce que mes danseurs me disent. Oui. Est-ce que tu connais ce mec-là? Ou cette fille-là? Tu la connais ou pas? Qu'est-ce que t'as entendu sur elle? Ok, lui là, tout le monde me dit que c'est un bosseur. Tout le monde me dit que c'est un mec, quand il en répète, il parle pas. Il s'entraîne. C'est le premier arrivé, c'est le dernier parti. Ah ouais, lui? Bah lui, je vais le prendre. Il a le même niveau que tout le monde en fait. À un moment, il faut se rendre compte que à niveau égal, c'est d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Là, je parle vraiment plutôt s'il y a des danseurs qui font des castings qui écoutent ce podcast potentiellement. À niveau égal, c'est d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Ouais. C'est déjà, est-ce qu'on te connaît? Est-ce que le pote du chorégraphe te connaît? Ce réseau, bah c'est ça la réalité. C'est qu'en fait, entre deux personnes à un niveau égal, moi je vais prendre quelqu'un où je sais que cette personne, elle travaille bien. Donc c'est ton... Mais par contre, la personne que j'aimais bien, que j'ai pas pu prendre cette fois-ci, la prochaine fois qu'elle me contactera, je l'ai en viseur. Et je me dis, ah, lui, t'es déjà là à mon casting la dernière fois. Et mais attends, lui, bah, tu sais quoi, je l'ai pas pris la dernière fois parce que, vas-y, j'ai pris quelqu'un qu'on m'a recommandé ou que je connaissais. Vas-y, c'est quoi, cette fois-ci, je vais le prendre. Ouais, je donne ma chance. Donc, n'hésitez pas à vous dire un casting. Des fois, vous vous dites, je suis pas pris, mais un an après, on t'appelle. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé, en tant qu'interprète, d'aller faire un casting, de pas être pris. Et un an après, ouais, allô Arnaud, je t'ai découvert à tel casting, t'es dispo là? Ouais, je suis dispo. Grave, Ouais. allez, c'est parti. Donc, en tout cas, tu me parlais par rapport à mon équipe, je la compose comme ça. Et je fais des castings en ligne, sur vidéo, et je prends des gens que je connais déjà. Yes. Je reviens un petit peu sur la partie administrative, logistique. Comment tu finances ta compagnie? Quelles sont les différentes sources de revenus? La question, quelles sont les différentes sources de revenus possibles pour une compagnie de danse? Les sources de revenus, elles sont infinies. C'est toi qui vas les inventer en fait. Okay, tu peux financer ta compagnie en vendant des mugs. Ouais. Si dans tes statuts de ta compagnie t'as mis que tu vendais aussi des objets, parce que si tu vends que des objets et du coup ça devient sa source de financement principale, il faut que tu les mets dans tes statuts. Mais tu peux, si tu veux, vendre des pulls de ta compagnie pour financer des spectacles. Ok. Si t'as envie, si t'arrives à vendre des pulls. Donc, pour revenir un peu à la base, globalement, très 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 majoritairement, les compagnies de danse en France sont subventionnées par des fonds publics de l'État. La Direction Régionale des Affaires Culturelles. La DRAC. La DRAC, DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le Centre Chorégraphique National. L'aide de la région. L'aide ceci. L'aide cela. Donc c'est beaucoup de financement, la ville de Paris. Donc majoritairement, les compagnies, elles sont très subventionnées. C'est ce qu'on appelle des fonds publics. Donc si tu réponds à des appels à projets, ou parfois il n'y a pas d'appel à projet, c'est directement l'établissement qui te sélectionne. Donc ça, c'est vraiment un truc à comprendre quand tu as ta compagnie. En tout cas, ce que tu vois aujourd'hui, c'est ça. Après, tu peux faire du pré-achat. Donc c'est-à-dire que tu as déjà ton spectacle, tu le vends. Là, c'est une manière de financer ton projet. Mais souvent, les spectacles, en tout cas les compagnies, je sais pas, le Théâtre du Châtelet qui t'appelle, qui t'achète ton spectacle, bah, c'est déjà une subvention publique. Parce que lui-même, c'est un théâtre public. Donc il t'achète avec un fonds public. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, faut comprendre en France comment fonctionnent les compagnies de danse, et c'est très 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 public. Donc déjà quand tu as compris ça, tu penses différemment, ok? Après, il faut comprendre aussi que tu rends un vrai service au public. Ton spectacle, c'est toi qui rends service, c'est toi qui amène au théâtre un spectacle de qualité et qui plaît au public. Bon, ça c'est juste la logique de posture par rapport aux subventions. Donc tu peux, majoritairement c'est du public. Et après tu peux faire du privé, c'est-à-dire je vais faire du brand content, je vais choper un contrat avec une grosse marque, je vais pouvoir aller chercher plus d'argent parce que les grosses marques, elles ont plus d'argent. Je vais faire rentrer 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros avec une pub. Bah dans ces 20 000 euros que j'ai fait rentrer, bah faut quand même que je produise de la pub. Ouais. Donc il va me rester un bénéfice, il va me rester 5 000 euros. Et ben, ces 5 000 euros, je les investis dans ma création. Je vais faire un événementiel pour une marque d'alcool, un alcoolier. Donc je vais pas leur facturer 1 000 euros, je vais bombarder. Ça va monter beaucoup plus parce que l'événementiel, pour des grosses marques d'alcool, généralement c'est des gros budgets. Donc je vais faire rentrer 10 000 euros sur un événement. Je vais faire 4 000 euros de bénéf. Ces 4 000 euros, ils vont me servir à payer mon administration, une résidence, la création musicale, les costumes. Les costumes. Donc en gros, ça c'est une économie qu'on qualifierait de mixte entre des fonds publics
et des fonds privés. Les fonds privés, ça va être de l'événementiel, du brand content avec une marque, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est une manière de financer les spectacles. Et pareil, tu as des productions privées aussi que tu peux aller voir. Moi, je ne fonctionne pas encore, ou je ne sais pas mon fonctionnement, mais tu as des productions privées aussi. Ok, et tu sais comment ça marche ? C'est des productions qui, elles, vont plutôt louer le théâtre et se rembourser sur les entrées. Donc c'est des boîtes de prod qui elles-mêmes créent des économies du spectacle en mettant un maximum d'argent en investissant un maximum sur les résidences, les répètes, la location de la salle, la communication, et après elles se remboursent avec les entrées. Ok, il y a un pourcentage qu'elles prennent, quoi. C'est comme ça qu'elles se remboursent. Mais elles prennent tout. Ah, ok. C'est la prod, elle a pris tous les risques, tout l'argent des tickets d'entrée, c'est pour elle. Et donc après, toi, comment tu rémunères tes artistes ? Dans la production, elle prend l'argent du ticket, mais après elle doit payer tout le monde. Ok. Ouais. Ouais, ça marche. Ok. C'est ça. Ok. Tout à l'heure, on a parlé en off de la formation Villette, une formation à la Villette qui est un incubateur qui s'appelle IADU. Yes. IADU. Et que tu avais fait aussi 1 an de formation au CND pour chorégraphe. Est-ce que tu peux nous parler de ces 2 établissements ? Bien sûr. Alors, IADU, initiative d'artistes en danse urbaine, gros travail de la part de la Villette, gros respect, c'est un programme unique, d'accord ? Il y a très peu de programmes qui ont ce niveau-là, et du coup c'est sur 2 ans, et en fait 1 fois par mois, ou 2 fois par mois, enfin chaque mois, tu as 2 jours de formation, liés vraiment au métier de chorégraphe. Donc ça va de comment structurer ta compagnie, à comment créer une bande-son, en passant par comment vendre un spectacle qui n'existe pas. Chose très importante pour financer ton projet. T'as pas d'argent pour tes résidences, t'as pas de spectacle, comment tu trouves de l'argent pour tes résidences, comment tu trouves de l'argent pour ton spectacle. Donc il y a grosse dédicace à eux, c'est très concret parce qu'en même temps que ces cours-là, t'as des vrais intervenants avec qui tu peux vraiment te connecter, et en même temps t'as accès à des résidences de la Villette. Donc c'est une formation, gros respect à eux. Ouais. Après, il n'y a pas nécessairement de sélection à l'entrée, c'est plutôt eux qui te choisissent en fonction de tes esthétiques. C'est un incubateur, après vous pouvez les contacter sur Insta. Je vais mettre les liens de toute façon dans la bio. Les liens, il y a franchement gros travail de leur part. Et c'est financé ? Comment ça se passe pour, Alors, c'est une formation qui eux-mêmes ont trouvé des financements. Il y a Fondation de France derrière eux. Ouais. Je pense que la Villette aussi met leur propre argent. Ça, faudra peut-être leur demander à eux. En tout cas, le danseur, chorégraphe ne paye rien du tout. Ok, cool. Donc je pense qu'eux, ils ont je sais qu'il y avait la Fondation Lacoste. Ouais. Enfin, c'est pas la Fondation Lacoste, c'est la petite fille de Monsieur Lacoste. Il y a une fondation qui soutient la Villette. Yes. Et ce programme-là. Et eux-mêmes cherchent des financements pour que la formation soit gratuite pour les danseurs. Ok, ça c'est cool. Donc ça, c'est une formation vraiment... je les remercie vraiment. Franchement, c'est charmé. Je les encourage à continuer et je suis fièrement lauréat de cette formation. Bravo. Et j'ai fait une autre formation l'année dernière, organisée par le CND, qui s'appelle Édition Spéciale, qui est vraiment basée sur la posture de chorégraphe et là où on est dans notre carrière. C'est-à-dire, ok, là j'ai tel âge, j'ai fait tant de spectacles, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien, est-ce qu'il y a un truc que je devrais changer, est-ce que je suis bien organisé, est-ce que je suis mal organisé. Donc c'est les métiers du chorégraphe, et on travaille aussi la dramaturgie, donc c'est super intéressant. Il y a un côté artistique et un côté, on va dire, pragmatique, administratif. Après, c'est des formations, ça dépend d'où tu en es dans ta vie. Ça dépend de ce que tu as envie de faire. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui rentrent à IADU, ils n'ont pas d'association, ils savent même pas ce que c'est. Il y a des gens qui rentrent à IADU, ils ont déjà des dates. Il y a des gens qui arrivent à la formation édition spéciale, ils ont déjà 18 créations à leur actif. C'est une formation. Une formation, c'est un outil. Que ce soit IADU, édition spéciale, ou c'est à toi de voir ce que tu es venu prendre en fait. Complètement. Et puis de toute façon, tout à l'heure on parlait aussi en off, les moyens de communication évoluent aussi, les moyens de se vendre évoluent aussi. Donc peut-être que t'as effectivement 18 spectacles à ton actif, mais si tu sens que peut-être t'as un de tes récents spectacles qui ne se vendent plus, peut-être parce que les moyens de communication ont changé dans la société, et donc de faire une petite formation, ça te fera du bien pour aussi complémenter ça. Ça me fait doucement rire. Pourquoi ? Et doucement sourire, parce que en vrai, toutes ces formations et tout le mélange, tout ce que j'échange avec ces chorégraphes, c'est un point, c'est le nerf, c'est la diffusion. Ouais. Donc comment vendre ton spectacle ? C'est vraiment le point, le sujet
sur la table dans ces formations-là. C'est le sujet entre chorégraphes. C'est le truc dont tout le monde parle. Et une chose que j'ai compris grâce à ces formations, c'est à quel point c'était important d'essayer de vendre son spectacle. C'est qu'en fait, limite, on parlait plus de ces problématiques-là, de comment résoudre ces problématiques-là, que est-ce que mon spectacle, artistiquement, il est intéressant ou pas. Donc on a plus parlé de comment vendre son spectacle, comment le financer, que d'autres choses, et c'est super important. Et il y a un point qui m'a un peu choqué, sur lequel je ne me rendais pas compte avant, mais c'est globalement dans la vie. On va pas venir te chercher, malgré ton travail et tes qualités. Et donc c'est à toi d'aller faire ce travail, de trouver la personne qui a le pouvoir de te diffuser. C'est-à-dire, vraiment, la diffusion, c'est connaître le nom des programmateurs, aller à leur spectacle, aller les rencontrer après. Et c'est des choses, mais t'as pas du tout envie de le faire. Quand t'es chorégraphe, t'es là, mais en mode, non mais moi je fais mon spectacle. C'est le travail du programmateur de venir chercher mes spectacles. C'est le travail du théâtre de sélectionner les bons spectacles, d'aller chercher un peu les nouveautés, d'aller chercher... Mais en même temps, eux, les programmateurs, ils sont submergés d'invitations, ils sont submergés de dossiers. Ils reçoivent plus de 500 dossiers par semaine, avec de sombres liens, de sombres captations, de tout genre de trailers bizarres en WeTransfer. Donc eux, en fait, ils sont perdus, ils sont dépassés. Et au final, ils se déplacent à fond. Donc ils vont voir les spectacles. Donc le but, c'est de les inviter voir ton spectacle. Mais si t'as pas de spectacle, t'as pas de date, comment tu fais que ce programmateur vienne te voir? Ça tourne un peu en rond. Mais en tout cas, j'ai compris l'importance de ce côté réseau, diffusion, et comment tout ce système et ce monde fonctionnait. Être chorégraphe et vendre son spectacle, c'est la même chose qu'être danseur et faire des castings. Il y a un game. Il y a des gens qui ont du pouvoir, il y a des gens qui sont décisionnaires, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui font les castings. Avoir une compagnie, c'est pareil. Il y a des gens qui ont du pouvoir, il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui ont des lieux de diffusion, il y a des gens qui sont programmateurs. Et comment tu navigues là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'on a beaucoup travaillé dans ces formations, et c'est super important pour un chorégraphe. Tu peux avoir la meilleure qualité de spectacle, la meilleure forme artistique, de gestuelle qui réinvente le monde. Si le programmateur il voit pas, si le théâtre il voit pas, et même s'il voit, t'es peut-être trop loin par rapport à leur programmation. Et il faut pas oublier un point: public is my boss. Ça, c'est un truc que j'étais allé au Zénith de Lille pour faire un concert de Corinne, et t'arrives dans la partie artist loge, en gros il y a écrit public is my boss. Et voilà, juste ça à dire, public is my boss. Donc t'es peut-être trop loin dans le game, en tout cas le public il aime quelque chose, et malheureusement si le public il est pas fan de ton travail, malheureusement tu vas avoir du mal à tourner, même si toi t'es trop loin dans ton game et tous tes potes te kiffent. Et des fois il y aura un décalage entre ce que le public aime, parce que moi-même des fois je vais voir plein de spectacles qui remplissent et je trouve ça éclaté au sol, et justement je me dis ok, donc c'est peut-être pas pour moi ce théâtre-là, ce public-là c'est peut-être pas pour moi. Donc voilà, faut se calmer, faut rester humble, faut rester persévérant, mais voilà aussi, il y a un game, il y a un milieu, il y a une attente, des attentes, il y a des tendances aussi. C'est ce que j'allais dire. Il y a des tendances par année. Donc cette année, on appelle ça la pulse. Donc tous les spectacles un peu pulse, avec le mot pulse, c'est quoi? C'est du 140 BPM, 150 BPM, cette énergie que tu vois au plateau. Ok, en ce moment c'est ça. L'année dernière, c'était les danses de la marge. Walking, voguing, le mot un peu fourre-tout, électro, walking, voguing, les danses de la marge. L'année d'avant, c'était les spectacles qui questionnaient le genre. L'année d'avant, c'était les spectacles sur le thème de l'écologie. L'année d'avant, c'était les thèmes sur le digital. Donc tous les spectacles qui avaient un écran digital, ils allaient avoir plus de subs. L'année d'après, si ton spectacle était en mode écologie, potentiellement, tu avais plus de subs. Et c'est clair, tu as des appels à projets. Il y a 3 ans, c'était une attention toute particulière sera donnée aux projets qui questionnent l'identité du genre. Et donc, tu as aussi des tendances. Donc, si tu n'es pas dans la tendance, il faut continuer. Bon, bref, trop... Non, mais je suis d'accord avec toi. Parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais aussi, le public, il réagit pas. Mais peut-être que le public, il est pas prêt aussi à entendre ton propos. Et je trouve que tu peux aussi créer ton public et éduquer ton public comme ça. Complètement. À travers ton art et ta vision des choses. Et de la patience. Et beaucoup de patience.
Tu vois, je reviens sur le mot public, sur le fait de se vendre, et tout à l'heure on a abordé aussi le côté street show. T'es très actif dans ce milieu-là, dans ce monde du street. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le street show ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est, ce que ça représente, et surtout ce que ça représente pour toi. Street show, spectacle de rue, tout simplement. Tu vas dehors, sur une place publique, dans une rue commerçante, tu poses ta sono, tu fais un spectacle. Ça, c'est un street show. Tu fasses du violon, ce que tu veux, tu fais un street show, c'est un spectacle dans la rue. Après, moi, ce que ça représente pour moi, ça représente une source d'énergie. C'est un rapport brut avec le public. C'est très concret. Donc, je passe pas par un programmateur, je passe pas par un dossier de subvention, je passe même pas par un cachet d'intermittent. Je vais directement au contact du sol et au contact du public. C'est-à-dire que dans les street shows, généralement, même le public, à la fin, tu le prends et tu le fais danser. Avant, des fois, tu prends les enfants, tu les fais danser pour attirer du monde. Parfois, nous, on a un spectacle avec Tournesol et le fleuriste. On prend le public, on le met au milieu et on fait salto au-dessus. Donc ça, tu peux faire ça que dans un spectacle de rue. Donc un spectacle de rue, c'est ça, c'est un spectacle qu'on dirait en France au chapeau. Oui. Donc à la fin du spectacle, chapka. Maintenant, tu parlais de spectacle du futur. Moi, ce que j'appellerais un street show du futur, c'est ce que je fais actuellement. J'ai une machine à carte bleue. Ouais. Donc je suis dans la rue, t'as pas de monnaie, c'est pas grave, TPE. J'accepte les cryptos. Ça, c'est un spectacle. Ça, c'est le spectacle du futur. Ouais. Un spectacle de rue du futur, c'est d'accepter des nouvelles monnaies, tu vois. Ouais. En tout cas, voilà, le spectacle de rue, pour moi, c'est ça. C'est super important. Je te donne un exemple, en fait. Pendant le Covid, nous, on a créé, avec Tournesol, le théâtre du couvre-feu. Ouais. Et en fait, c'était le seul endroit en France, en Europe, voire dans tout le continent, où tu pouvais encore voir un spectacle. Parce que toutes les salles étaient fermées. Donc la seule manière de voir un spectacle, c'était de venir nous voir à Montmartre. Donc le spectacle de rue, c'est une forme de spectacle qui se fait dans la rue, mais qui est aussi très très revendicatrice. Parce que c'est un spectacle autonome. J'ai besoin de personne. J'ai pas besoin de la mairie, j'ai besoin de personne. J'ai besoin juste du sol et de ma sono. Et même des fois, t'as plus de batterie, tu peux faire ce qu'on appelle un clap show. Ouais, clap show. Et franchement, c'est un galère, les clap shows. On l'a déjà fait, mais c'est galère. Donc en fait, le spectacle de rue, c'est une forme en fait qui est très hip-hop. C'est une formule en fait qui est aussi l'héritage. Moi, je vais à Montmartre. Montmartre, c'est qui ? C'est Edith Piaf. Edith Piaf, elle faisait des street shows. Edith Piaf, elle était dans la rue et elle chantait. Et la police venait l'arrêter. Le père d'Edith Piaf, contorsionniste, à Montmartre. Donc lui, moi, je mets ma jambe derrière la tête. Je suis directement l'héritier de ce mec-là qui mettait sa jambe derrière la tête aussi à l'époque. Donc le spectacle de rue, c'est aussi autre chose. Ça a une valeur. C'est quelque chose qu'on donne au public. C'est gratuit. Évidemment, on demande de l'argent. Mais on le dit aux gens. Si vous n'avez pas d'argent, c'est pas grave, nous non plus. Ouais, c'est ce que tu disais dans l'interview. Ça rejoint ce que je disais au tout début. Tu avais été interviewé par Freeze Paris où tu disais même si vous n'avez pas d'argent, vous avez juste à sourire. Exactement. Nous, ce qu'on demande juste en tant qu'artiste, c'est juste que pendant le spectacle, ou à la fin du spectacle, dès qu'on sort le chapeau, tu pars pas en courant. Ça, c'est un manque de respect. Tu restes, tu nous fais ça. Moi, je suis content. Ouais. J'ai échangé avec toi. T'as regardé mon spectacle. Pars pas. Fais-moi un signe. Tranquille. Ouais. Prends-moi, il y a une pancarte, prends mon Insta, fais-moi une story. Au moins, juste, le respect de l'artiste, il est super important. Et après, en fait, on se rend compte que pour les gens, c'est de la mendicité. Donc, le danseur que tu vois faire des spectacles de rue, pour certaines personnes, c'est un pauvre de ouf. C'est quelqu'un qui n'a pas la solution. Et pourtant, vous me retrouverez encore cet été avec le fleuriste. On sera au Sable d'Olonne. Et pourtant, j'ai ma compagnie. Ouais. Et pourtant, je travaille. Ouais. Et pourtant, je suis intermittent. Mais c'est autre chose. C'est un besoin vital de s'exprimer. C'est un besoin de danser. C'est un besoin d'aller au contact du public. Et après, évidemment, on fait de l'argent. Mais on peut même parfois faire plus d'argent en spectacle de rue qu'en théâtre. Le cachet à 120 €, on peut le dépasser facile. Bien sûr. Par personne. Je te parle pas à 120 € à 3. Je parle, on est 3, on fait tous 150 €. Et dans les moyennes, on est entre... une moyenne, pour ceux qui se demandent, c'est à peu près 100 €. Je te parle de la moyenne. Ça veut dire que des fois, tu montes à 200. Des fois, tu te manges une amende.
Donc t'es entre les deux, des fois c'est 50 euros par personne. Donc ceux qui se demandent, c'est à peu près 100 euros. Et tu travailles pas 7 heures, tu travailles 2 heures, 2-3 heures. Et à la fin de la semaine, tu l'as fait 7 fois, t'as 700 euros. Donc c'est très brut, mais je ressens des choses qui sont uniques. Parce que l'intensité que tu mets en spectacle de rue, elle est unique. C'est très très intense. Déjà, c'est très très compliqué. C'est pas le spectacle facile. Le sol est compliqué. C'était des bouts de verre. Ça là, voilà, ça je le mets à la cam. On voit pas bien avec la mise au point. Ça, c'est une énorme cicatrice que je me suis fait avec un bout de verre. Le sol, il est compliqué. Mais en fait, c'est une éducation, c'est une formation. Moi, j'ai commencé par ça. Je peux t'assurer que mes premiers jobs de danseur, j'avais envie de rigoler quand j'entendais les plaintes des gens. J'étais là, oh, mon hôtel, il est pas bien. Mais attends, on prend que 50 euros de per diem. J'étais là, mais what? Mais vous êtes sérieux là? Moi, je viens des spectacles de rue, en fait. Ça veut dire que, déjà, je dois faire un show pour faire mon show. Parce qu'en fait, en gros, un spectacle de rue, c'est super organisé. T'en fais 2 à 3 par heure. C'est très millimétré. C'est-à-dire que même les blagues que je fais, c'est toujours les mêmes. Tout est millimétré pour maximiser mon temps, pas me fatiguer ou me fatiguer. Mais en gros, tu dois danser pour faire la foule et après, tu commences ton spectacle. Donc déjà, c'est pas, les gens, ils sont pas payés pour venir te voir. Tu dois danser pour des gens qui sont venus voir la vue, en fait. Ou ils sont venus prier à Montmartre. Et toi, en fait, tu dois te glisser devant eux, leur donner l'envie de rester, de s'asseoir, de regarder et de sortir leur argent et de te donner de l'argent. Et de surtout pas faire l'inverse, de ne pas avoir envie de les déranger, de les faire fuir et de ne pas... Il y a ça aussi, hein. Souvent, des fois, tu te dis « Oh non, j'avais envie d'être tranquille. » Et en fait, quand t'as capté comment interagir correctement avec les gens et comment leur donner ce qu'eux attendent alors qu'ils n'avaient pas forcément d'attente, c'est là que t'as tout gagné. Après, généralement, les gens sont très, très réceptifs. Oui. Pas tout le temps, pas partout. Mais généralement... les gens attendent ça. Ouais. Moi, je parlais de Sable d'Olonne. C'est des endroits où les gens viennent exprès pour voir les spectacles de rue. T'as des villes en France où, en tant qu'artiste de rue, t'arrives, les gens sont déjà en train de t'attendre. Et la ville a compris l'importance de ce truc-là. Ouais. Parce que ça attire du monde. Il y a des commerces, ils sont prêts à te payer pour que tu fasses le spectacle de rue juste à côté d'eux. Ouais, ça fait entre guillemets de l'animation. Mais c'est de l'animation. C'est de l'animation, c'est de l'art, et c'est gratuit, c'est populaire. Pourquoi c'est illégal alors ? Alors, ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, tout à l'heure, tu me disais que tu prenais des amendes. Mais à part peut-être déranger au niveau du bruit et des nuisances sonores, qu'est-ce que ça a comme mauvais impact ? En fait, c'est déjà tout ce qui est art de rue, c'est très négativement connoté. Donc les pouvoirs publics ont peur que ça déborde. C'est-à-dire, demain, t'autorises les spectacles de rue à Montmartre, ça devient légal, le mot se passe, tout le monde vient à Montmartre, ça devient... D'un côté, ça devient un spectacle permanent à ciel ouvert pour le public et gratuit, donc moi, c'est ce que je défends. Mais en même temps, tu vas avoir 30-40 compagnies qui arrivent, ou c'est pas des compagnies, hein, des groupes de street, oui. et potentiellement, ça crée un sbeul. Il y a des risques, quand même. Après, il y a la volonté des pouvoirs publics de contrôler tout ce qui se passe. Si demain, tu laisses un terrain aux artistes, et les artistes en plus ils demandent de l'argent, eux ils se disent attends, pourquoi il y a de l'argent qui transite ici là, ça devrait passer par moi, l'argent c'est pas légal, donc je fais potentiellement de la concurrence au théâtre, quoi. C'est très bizarre en fait, mais en gros ça dépend des places, mais généralement t'as un côté trouble à l'ordre public, t'as un côté rassemblement. Par exemple, un jour, le 11 septembre, les gens ne peuvent pas y penser, mais le 11 septembre, c'est un jour d'attentat. Donc c'est un jour où potentiellement, en France, il y a plus d'attentats qui vont se trouver. Donc c'est un jour où le 11 septembre, en France, il y a les vigipirates qui sont super actifs. Donc tout ce qui va être attroupement, ça va être interdit. Montmartre, c'est vers Pigalle. C'est le 9e. Non, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est 18e, pardon. Pigalle. Prostitution, drogue, rix, pickpocket, boîte de nuit, tout ce que tu veux. Donc en fait, s'ils peuvent tout calmer, s'ils peuvent faire qu'il y ait le moins de choses possibles qui se passent et ce soit en mode Amélie Poulain, c'est leur but. Donc chaque arrondissement est un peu spécial, mais en gros, tout ce qui est système de sonorisation dans le public, dans l'espace public est interdit. Donc tu peux pas te balader en France avec une sono et mettre de la musique déjà. Alors en plus, créer un attroupement, faire un spectacle, demander de l'argent, ça c'est interdit.
Maintenant, je pense qu'ils se trompent. Et parce qu'il existe des autorisations. T'as eu des autorisations ? Alors, il existe officiellement aucune autorisation pour faire des spectacles de rue. Ok. C'est un piège que les polices te disent va chercher ton autorisation. Et quand tu vas au commissariat, on t'explique qu'une autorisation avec amplificateur, ça n'existe pas. Donc tu peux avoir certaines dérogations. Ouais. Sur des laps de temps très courts. Il y a certains artistes qui ont eu des autorisations, mais qui n'ont pas duré dans le temps. Je pense par exemple à Iya Traoré, qui est un footballeur. Lui, c'est un des seuls à avoir une autorisation. Mais il l'a eu il y a 10 ans, parce qu'il a fait la finale d'Incroyable Talent, et que l'huissier d'Incroyable Talent a appelé le commissariat. Donc, il y a certaines choses, mais aujourd'hui, leur but, c'est d'avoir le moins possible d'autorisation. Maintenant, pour moi, c'est un vecteur de richesse. C'est-à-dire, tout le monde connaît Avignon. Ouais. Pourquoi, en fait, on ne ferait pas à Paris, un jour, où on légaliserait sur telle place, les spectacles de rue. Et tout le monde sait. Parce qu'en fait, les gens viennent, les gens ont envie, les gens partagent, en fait. Et justement, on parlait de ce problème que les gens ont à aller au théâtre. Pourquoi les gens vont pas au théâtre ? Parce que c'est cher, parce que c'est pas leur monde. Alors qu'en fait, le spectacle de rue, c'est tout le monde vient. C'est populaire, c'est gratuit, c'est ensemble. Tu vas toucher des familles qui t'habitent. Tu me parles de ministère de la Culture, mais en fait, le ministère de la Culture, le but, c'est de diffuser la culture. Si tu veux diffuser la culture, bah t'as la rue en fait. Et t'as rien à mettre, t'as pas besoin de subventions. Moi j'avais des rendez-vous avec la ville de Paris, justement sur comment aider les cultures urbaines. Et je leur ai dit, je vous donne une solution gratuite. Vous n'avez pas besoin de subventionner, vous n'avez pas besoin de mettre d'argent. Laissez-moi organiser 2 ou 3 journées par an, ou une journée par mois, avec tel endroit, où on autorise les spectacles de rue. On fait une programmation avec tous ceux qui sont actuels, et vous allez voir. Vous allez laisser les gens faire de l'argent. Vous allez aider la street culture et vous allez ambiancer toute la ville. Ouais. Ta rue devient un espace de fête, ta rue devient un théâtre. On n'a pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de ta subvention, j'ai ce que tu veux pas me donner, j'ai pas besoin de payer l'électricité, il n'y a pas de sécu. Laisse-nous faire. Tu vois. Donc ça, c'est un truc que je défends. Pourquoi je parlais aussi de... Pourquoi c'est interdit ? Ça va trop loin. Iya Traoré, il a eu son autorisation parce qu'il a fait un Incroyable Talent. Et du coup, l'huissier est allé voir la préfecture de police et du coup, il a réussi à avoir une espèce de dérogation. Mais attention, il a 2 mètres carrés. Il pose un pied en dehors de son 2 mètres carrés, il est dans la merde. Et même avec cette autorisation, ça n'empêche pas parfois qu'il ait des contrôles en plein spectacle et du coup il doit s'arrêter, etc., etc. Donc la vie d'un street artiste, elle est pas facile. Elle est pas facile du tout. C'est enrichissant, c'est formateur, mais c'est pas la plus facile. Normal. Ça reste la rue. Ouais. Dans la rue, il y a des pickpockets. Dans la rue, il y a des bouts de verre. Dans la rue, il fait moche. Il y a du vent. Il pleut. C'est compliqué. C'est pas le plus facile. Mais c'est très enrichissant et parfois c'est très rémunérateur. Je te parlais de ça parce que ça va loin. C'est-à-dire que je suis même allé parler avec le président de la République. On était un 14 juillet. On était en spectacle de rue avec Tournesol. La police nous bloque notre spectacle devant tout le monde. On s'arrête, on est dégoûté et tout. Mais on a l'habitude, on a l'habitude, on sait gérer, on sait comment parler, on sait aussi que les policiers, force à eux, parce qu'eux ils ont un ordre du commissariat. Ok, parfois j'ai rencontré des têtes dures, mais j'ai rencontré aussi plein de policiers qui eux-mêmes étaient là, les gars. Depuis tout à l'heure, on regarde votre spectacle. C'est chambé. Ouais. Moi, j'aime bien la muscu, j'aime bien le break. Franchement, la musique que tu fais, c'est trop bien. Et il y en a, ils sont super cool. Mais malgré eux, ils sont obligés de te virer parce que c'est leur ordre. C'est leur taf, quoi. C'est leur taf. Donc, quand tu comprends ça, t'arrives à leur parler, mais après, la finalité, c'est que tu pars. Hein. Tu vas parler, tu vas pas rester. Hein. Mais on arrive à ce que ça se passe bien, parfois ça se passe super mal. Parfois, je préfère garder le positif. En tout cas, on arrive quand même à discuter avec certains. Et du coup, on est là, on est viré, on est dégoûté, merde et tout. Et là, bim, on a un espèce d'attroupement. Et là, on voit Macron et sa femme. En mode 14 juillet, je fais un bain de foule. Tu vois, genre un peu, je parade le 14 juillet. C'est quoi ce truc de ouf ? Et le temps qu'on réfléchisse, le temps qu'on comprenne ce qui se passe, parce qu'il n'est pas venu devant nous, il est passé à côté, on comprend que c'est le président. Et on se dit, attends, mais faut qu'on fasse un truc. Et là, il descend tout Montmartre, donc il se retrouve vers Anvers, le métro Anvers en bas. On dit, c'est quoi, vas-y, viens, on y va. On prend l'assaut, on prend toutes les affaires, on court. On dit, ouais, faut qu'on lui parle. Faut qu'on aille lui dire. Faut qu'on aille échanger avec lui, en fait, on y va. On peut pas être tous les jours à sauter sur toutes les occasions, provoquer notre chance et pas prendre cette chance-là. On arrive en bas de Pigalle. On commence à mettre Vesoul de Jacques Brel. En plein milieu, il est entouré de badauds qui prennent des photos, c'est compliqué. C'est quoi ? C'est galère, il nous regarde vite fait, il ne nous calcule pas. Et là, on voit qu'il s'engouffre dans une rue.
On court 50 mètres devant lui. On se met au milieu de la rue, là où les voitures, on bloque la rue, on met Jacques Brel au top du volume. Les voitures, pip, s'arrêtent et tout. Lui, il est sur le trottoir, nous, on bloque la rue, au milieu de la rue. Et on commence à faire le show. Mais genre, on me parle de mes frises, je me jette sur la tête, ça fait des tours sur la tête en plein milieu de la rue, devant les voitures qui nous... Et là, faut savoir qu'en France, souvent quand le président se balade, les gens, ils essayent de lui mettre des gifles. Ils essayent de manifester parce qu'ils ont des choses à lui dire, c'est violent, généralement, c'est plutôt, faut le protéger parce que les manifestants, ils vont le prendre à partie. Ouais. Là, nous, on arrive, on bloque la rue, on lui fait un show de danse sur Jacques Brel. Ouais. Et en fait, il s'arrête. Bah oui. Il s'arrête avec sa femme, pardon. Il s'arrête avec elle et il commence à applaudir. Genre, waouh. Nous, on est là, on lui fait genre cœur, il fait cœur. Là, tu te dis, c'est lunaire, c'est le métaverse. Non, non, je me dis mais même pas que c'est... Non, non, alors, mais non. C'est pas lunaire du tout, je trouve ça super normal parce que moi, je suis dans la manifestation. C'est-à-dire que tous les jours, avant chaque spectacle de rue, pour rigoler, je dis au public, on a un invité très spécial qui va arriver, c'est Emmanuel Macron. Ah yes. Will Smith et Jean-Claude Van Damme. Et les gens rigolent. Donc ça veut dire que tous les jours, plusieurs fois par jour, je dis à 300 personnes qu'Emmanuel Macron va arriver. Donc quand il arrive en vrai, je suis pas surpris. La suite va me surprendre de l'histoire, mais en soi, je suis même pas surpris qu'il arrive. En vrai, pour être sincère, tu vois. Le mec s'arrête, il nous parle, il nous dit, vous voulez quoi ? Vous êtes qui ? Vous voulez quoi en fait ? Et nous, on lui dit direct. Mais nous, on est chaud en fait, parce qu'on vient de danser dans la rue, on vient de se faire arrêter, et comme ça arrive souvent, ça nous touche, tu vois, c'est profond pour nous deux. T'es un artiste, les forces de l'ordre coupent ton spectacle, c'est quand même dur, c'est quand même pas facile à gérer, tu vois. Nous, on a l'habitude, donc on est devenu plus fort, on s'est créé une carapace, mais ça reste émotionnellement fort, parce que c'est quand même, faut faire attention à ces trucs-là. Tu vois, déjà, t'as fait attention au pickpocket, tu vois, genre, tu vois une équipe qui t'entoure, pour arrêter ton spectacle et tout. Il y en a qui sont super gentils, mais ça reste quand même... Émotionnellement, t'es en plein spectacle, t'es en train de tout donner, tu te fais couper. Voilà, bon, bref, on est chaud comme la braise. Et là, on lui dit, normal. En mode mec, on lui a parlé, pas mec, mais on lui a parlé comme je te parle là, tu vois. Là, en fait, nous, on est venus te voir là, parce que nous, on est dans la rue, on fait des spectacles de rue, et c'est impossible parce que tous les jours, on se fait arrêter. Et ça en était vraiment tous les jours, parce qu'en fait, comme ils savaient qu'on venait, ils avaient la caméra, et à chaque fois, ils emmenaient les patrouilles, tu vois. Donc ça venait tous les jours. Et on lui dit, nous, on est là, on se tape dans la rue, on est là, on donne le sourire aux gens, on danse sur la musique variété française, on est les héritiers d'Edith Piaf, en fait. Et nous, on vient de parler, et c'est pour ça qu'on t'a fait ce spectacle, parce qu'on a des problèmes à ce niveau-là. Je dis, ouais, ok. Le mec nous dit, ok, mais bah ok, d'accord, très bien, bah donnez-moi votre contact et tout. Nassim, il court, il va chercher un numéro parce qu'on n'a même pas de stylo. Tac, il met son numéro, son adresse, il lui donne, prend. Ça va. Très bien, merci. Et tout. Ça finit par se checker du point. Je t'enverrai les vidéos, tu pourras les mettre pendant que je parle. Ah ouais, je veux bien. Ça finit par se checker du point avec monsieur le président. Et nous, là, on se dit, ok, qu'est-ce qui vient de se passer ? Là, j'avoue que j'étais là, bon, ok, je l'ai invoqué tous les jours, le gars, mais là, en fait, on vient de lui faire un show en plein milieu de la rue, il s'est arrêté avec sa femme, il vient nous checker, attends, il vient vraiment de mettre son numéro dans sa veste en cuir, là. Et attention, ça rigole sur Emmanuel Macron, mais quand il te parle, il a une aura. Attention. Quand il te demande qu'est-ce que tu veux, il te le dit pas, il te parle, tu l'écoutes, l'énergie là, c'était genre, wow, là, on comprend. Et puis tu sens que quand il te dit qu'est-ce que tu veux, t'as une carte. Tu vois, non, c'est pas, je comprends que j'ai une carte. Non, mais tu sens que t'as un truc à saisir à ce moment-là, et tu dis, c'est maintenant qu'il faut que je saisisse ma chance, peut-être. C'est plutôt, j'étais étonné par sa puissance. Ok. Genre son élocution et sa manière dont il nous a parlé et dont il a réceptionné l'information qui était en train de se passer, j'ai été impressionné. Autant on l'aime pas, on aime sa politique, on n'aime pas sa politique. Quand tu lui parles, ok, bon, il n'est pas président au hasard. En tout cas, 2-3 semaines après, on reçoit une lettre par la poste à la maison du président, signée du directeur du cabinet, Rodrigue Furcy. Et la lettre, c'est « Bonjour, vous vous êtes entretenu le tel jour, à telle heure, avec le président de la République. Monsieur Emmanuel Macron m'a chargé de vous partager sa compréhension de votre difficulté à vous produire dans les rues de Paris. » Je la connais par cœur, la lettre.
et m'a du coup chargé de vous écrire cette lettre pour vous dire qu'il vous comprenait et que du coup, de ce fait, vous pouvez contacter telle personne de telle préfecture, telle personne de telle préfecture. Je sais plus quoi à la fin, sincèrement, votre bonne continuation, tamponner, truc. C'est ouf. C'est Donc incroyable. en fait, faut y aller en fait. Ouais. Il faut prendre ses chances. Il faut provoquer la chance. Il faut provoquer sa chance. Il faut se lever. Il faut y aller. On est allé le voir. Ce serait jamais lui qui serait venu nous voir. On l'a vu passer. On n'a pas laissé passer la chance. On est allé. On a pris notre courage à deux mains. C'était pas facile. On a dû bloquer la rue. On a dû se faire klaxonner par des voitures. On a dû faire un tour sur la tête. En français, on appelle ça une baguette. Baguette sur du béton, tomber, tout. On a fait. On l'a fait et on a eu cette lettre. Dans le concret, qu'est-ce qui s'est passé ? Le lendemain, on est retourné à Montmartre. La police est arrivée. On a sorti cette lettre. Chapeau. Ils nous ont pas cru. Bah oui, tu m'étonnes. Ils ont appelé le commissariat. Attends, il y a les mecs là, ils nous montrent une lettre de Macron. C'est vrai, c'est pas truc machin. C'était vrai. Ouais. Ils nous ont laissés. Ça n'a pas duré longtemps. C'était un peu un joker pendant 2-3 jours. Ouais. Et après, bon, c'est vrai qu'on est dans une période très compliquée de Covid. Et après, à un moment, le président, on n'est pas non plus dans une dictature. Donc, après, s'il avait voulu, il aurait pu nous faire la dérogation. Mais en tout cas, c'est pas parce qu'on a une lettre de recommandation que le policier va nous laisser. Mais ça les a quand même bien fait rire. Nous, ça nous a quand même fait bien fait rire. Et on a pu échanger d'une autre manière aussi avec la préfecture de police. Au final, on s'est fait endormir. On a continué d'avoir potentiellement après des amendes. Mais sur le moment, ça a mis une petite énergie dans les spectacles de rue. Mais surtout, voilà, ça veut dire, même en allant voir le président, ça reste compliqué d'autoriser les spectacles de rue à Paris. C'était ça la finalité de l'histoire. C'est qu'on a parlé de pourquoi c'est illégal ou est-ce que c'est illégal. Oui, c'est illégal. On est traité de la même manière qu'un vendeur de Tour Eiffel qui n'a pas sa autorisation de vendre. On doit partir en même temps que lui. Limite, on est ensemble. Quand je le vois partir, je sais que je dois partir. On est traité de la même manière potentiellement vis-à-vis de la loi. Et même en parlant au président, ça reste compliqué. Donc, c'est un message de force à tous les artistes. Ouais. Mettez vos problèmes en perspective. C'est compliqué de se faire subventionner, mais c'est encore plus compliqué de se faire arrêter en plein spectacle au quotidien. Donc, faut continuer, faut rien lâcher. Et voilà, ça change. Ça change voilà, Yes. tout simplement. Bah, c'est un beau mot de la fin, ça, dis donc, avec une belle anecdote arrivée comme ça Sur sur le gâteau. fête nationale, le 14 juillet. J'adore. Bah écoute, merci beaucoup Arnaud pour cette heure, limite 2 heures de podcast. Merci pour tout ton partage et ton temps. Je remercie quasiment toujours les mêmes personnes de la même tous mes invités de la même manière, mais parce que pour moi le temps ça a de la valeur et qu'on m'accorde du temps, je trouve ça extraordinaire. Donc juste merci pour ça. Et je sais pas si tu aurais quelque chose, un dernier mot à rajouter avant de clôturer l'épisode. Déjà, merci à tous les gens qui soutiennent les artistes. Merci à ceux qui ne nous soutiennent pas aussi. Ce que je propose, c'est qu'en fait, mettez dans les commentaires les thèmes sur lesquels vous voulez qu'on aille plus loin. Parce que j'ai l'impression, on a fait 2 heures quand même, on a parlé de beaucoup de sujets, mais j'ai l'impression que chaque sujet était tellement riche qu'on aurait pu faire 2 heures. Par exemple, on aurait pu faire 2 heures sur comment monter sa compagnie. On aurait pu faire 2 heures sur les spectacles de rue. On aurait pu faire 2 heures sur les valeurs de la danse dans la vie des jeunes. On aurait pu faire 2 heures sur l'industrie. On aurait pu faire 2 heures sur qu'est-ce qu'un battle. Donc tous les sujets qu'on a abordés, je les ai trouvés passionnants. Et du coup, mettez en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez qu'on approfondisse. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez qu'on parle de comment monter sa compagnie et quelles sont les clés pour monter une compagnie, et ben ça nous intéresse aussi de savoir ce qui intéresse les gens. Voilà, donc mettez ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux parce que ça fait la différence dans le monde dans lequel on vit. Et force à tout le monde. Le mot de la fin, c'est ça, force à tout le monde et force à nous. Merci Arnaud. De toute façon, je mettrai tous les liens dans la biographie, donc vous aurez directement les liens pour accéder aux plateformes, aux réseaux sociaux d'Arnaud. Et ben merci beaucoup Arnaud pour cet épisode. À bientôt. Ciao ciao.